Bonjour à tous et bienvenue à Radio Ciné. Moi, c'est James Lindon et je suis accompagné de mes chers amis Tom et Thomas. Comment ça, les gars? Écoute, ça va très bien. Je n'ai aucune envie d'être là, mais on m'a promis un thé rouge exceptionnel, donc je n'ai pas pu refuser. Moi aussi, ça va très bien. Merci pour cette émission, cette première émission, James Lindon. L'émission Radio Ciné, c'est tout simple. C'est une émission dans laquelle on discute d'un film sorti récemment au cinéma. Donc c'est tout simplement une discussion entre amis, décontractée. Et le film que nous avons choisi d'évoquer pour ce premier épisode, c'est Joker, Folie à deux. Joker, Folie à deux, c'est un film de Todd Phillips qui est sorti en France le 2 octobre 2024, c'est-à-dire au moment où on enregistre l'émission il y a 2 à 3 semaines. Et c'est la suite du premier Joker de Todd Phillips, le même réalisateur, sorti en 2019. Pour résumer rapidement le film, ça raconte l'incarcération, puis plus tard le procès de Arthur Fleck. Arthur Fleck, c'est le Joker, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers d'ici, dans lequel il se place. Et Arthur Fleck est troublé pour sa double identité, à la fois celui d'Arthur Fleck, son personnage civil, et à la fois celui du Joker, une sorte d'idole qui se construit progressivement dans le premier film, le Joker. Le film raconte également un point très important, c'est sa romance avec Lee Kinsey, qui est en fait le personnage d'Harley Quinn, et le film montre en fait comment il fait face à ces crimes commis dans le premier film. Le premier constat qu'on peut donner sur Joker Folie à deux, quand on en parle autour de nous, c'est de remarquer qu'il s'agit d'un immense échec. Un échec critique, un échec au box-office, un échec à plein de niveaux, en tout cas d'apparence. Mais de toute façon, on va en discuter. Je sens que déjà, Tom et Thomas ont plein de choses à dire à ce niveau-là. Oui, tout un tas de choses. Puis d'un rapport aussi inversé, de toute façon, on va longuement l'évoquer, par rapport au premier film, au Joker, qui, je le rappelle, était un succès planétaire. Et pas qu'un petit succès, j'ai regardé, il est classé 39e plus gros succès au box-office de tous les temps, le premier Joker. Oui. Le premier Joker. Et pour celui-ci, on est dans quelque chose de radicalement opposé. Le film arrive à peine à être rentable au niveau des recettes du film. Donc, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Et on va essayer de le comprendre, de l'expliquer pourquoi il y a une telle différence entre ces deux films. Alors, Tom, Thomas... Sachant, je te coupe, mais Ouais. je sais pas si tu as regardé le budget du film, mais c'est vrai quand même le Folie à deux, enfin Joker 2 avait quand même un budget de 200 millions, ce qui est assez insane, alors que le premier avait un budget de 55 ou 65 millions. Exactement. Donc Exactement. voilà, ça on pourrait aussi en discuter peut-être, des choses peut-être à dire, je sais pas. Tom, Thomas, qu'est-ce que vous comprenez en fait de cet échec, les premiers réactions? Est-ce que je commence, tu commences? Il commence. J'ai commencé, je suis énervé. Non, en fait, tout d'abord, je comprends tout à fait les gens qui n'ont pas aimé le film. Avant d'aller voir le film, j'avais vu beaucoup de retours négatifs. En fait, les gens s'attendaient plus à une continuité du personnage du Joker qui n'était plus Arthur Fleck, mais voilà. Et du coup, je comprends que les gens sont passés complètement à côté parce que le film n'est pas là pour te donner du plaisir. Le film, je trouve que c'est un film très dur à regarder, assez sombre. Et même mentalement, c'est dur. Et un exemple que j'arrête pas de donner, je l'ai redonné à Thomas tout à l'heure. Mais en gros, c'est comme si vous alliez 48 heures en garde à vue et qu'à la fin de la garde à vue, il y a un maton, il vous met une énorme droite et après vous pouvez sortir. Voilà. C'est pour résumer le film, c'est un peu ça. Voilà. Et je pense qu'effectivement, le grand public, le grand public, je veux dire les gens qui vont pas souvent au cinéma, etc., et qui ont aimé le premier film, ils n'ont pas envie de subir ça, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a été dur et que le bouche à oreille n'a pas forcément bien marché et que du coup, le film est un échec pour l'instant, par rapport au premier surtout.
Écoute, tu as dit déjà beaucoup de choses. On a parlé du côté difficile, des attentes du public, de la musique. Thomas, est-ce que, bon, il a beaucoup parlé déjà à ce niveau-là, Il mais a beaucoup parlé, mais c'est pas grave, je vais aussi le rejoindre sur beaucoup de points. Disons que j'ai l'impression que c'est plutôt l'attente des gens qui a créé, on va dire, cet aspect, cet échec. Les gens s'attendaient à voir, comme a dit Tom, une continuité, mais aussi, j'ai vu par exemple certaines critiques à 1 étoile. Je suis allé sur Google, j'ai mis critique Joker Folie 2 et il y avait les critiques à 1 étoile. Et les critiques à 1 étoile étaient très similaires. C'est très déçu, c'est totalement naze. Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas retrouvé ce qu'ils voulaient. Donc une grosse frustration par rapport au fait que il s'était fait l'image d'un personnage auquel ils arrivaient à être sympathiques envers lui. Enfin, ils étaient sympathiques envers ce personnage. Et malheureusement, ils n'ont pas retrouvé le même personnage. Et c'est un peu triste aussi parce que parfois, certains gens évoquent l'argument de non, mais c'est pas comme dans les comics, c'est pas comme dans les comics d'ici. Mais le truc, c'est que justement, c'est une volonté. C'est que même théoriquement dans l'histoire du Joker, c'est qu'on connaît jamais vraiment l'origine du Joker parce qu'il fait que mentir sur son origine. Et de ce fait, moi j'aime bien le fait d'être surpris. J'aime bien le fait d'être surpris. Par contre, c'est vrai que je comprends pourquoi les gens étaient déçus parce qu'ils disent, par exemple, Harley Quinn. Mais normalement c'est la psychiatre et elle tombe amoureuse lorsqu'ils se rencontrent à l'asile. Là, ça s'est pas passé comme ça. Et du coup, les gens évoquent cet argument. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup sur l'attente. Ils s'attendaient à un truc et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et je comprends. Parce que c'est aussi comme ça que ça a été vendu le film. Sur Harley Quinn, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours comme ça. J'ai vu aussi dans les critiques que le personnage n'était pas assez développé. Des gens déçus en fait, du côté du personnage Harley Quinn qui était en fait très secondaire par rapport à la promo que le film a vendue. Mais ce qui est compréhensible, je veux dire, c'est Lady Gaga, c'est forcément ils allaient jouer leur carte de promotion là-dessus, mais c'est vrai que le personnage est assez en retrait finalement. Mais en fait, il y a une logique derrière tout ça et alors, je ne sais pas si Thomas était de cet avis-là, mais par rapport aux critiques, moi, je trouve au contraire que le personnage d'Harley Quinn correspond bien à l'image du comic. C'est juste une façon de revisiter la chose, mais on peut en parler plus tard. Le personnage d'Harley Quinn, de toute façon, la construction des personnages, tout ça, on va le voir un peu après. Déjà, on va recentrer un peu. Vous avez parlé des déceptions critiques du public qui n'a pas été au rendez-vous. Alors, je vais citer juste quelques chiffres. Déjà, les notes critiques, si on prend les sites références en général, on cite Rotten Tomatoes, Metacritic. Sur Rotten Tomatoes, on est sur du 32% pour le public, 34% pour les critiques. Donc, on voit que c'est relativement la même chose, que ce soit du côté du public et du côté des critiques. Metacritic, on est à 45%, un peu au-dessus. Il y a quand même des journaux qui ont mis des 5 sur 5, comme Le Parisien. Mais globalement, c'est des notes très très basses. Allociné 2,8 sur 5. Sens Critique 5,3. Pareil pour IMDb. Donc on est sur des notes relativement basses. Et là, vous parlez beaucoup du public et de ses attentes. Mais il ne faut pas oublier que du côté des critiques professionnels, les notes et les chiffres ne sont pas non plus si haut que ça, en tout cas beaucoup plus haut. On a aussi une déception critique. Donc, on a l'impression vraiment que le monde entier, presque, se ligue contre ce film. Donc, c'était simplement pour rappeler ces chiffres-là. Nous avons, j'en profite pour préciser, nous avons The Canapé Guy, Louis, accompagné de Tim ici même. Louis, si jamais tu as le temps de faire des recherches, je ne sais pas, pour ce genre d'informations, tu peux intervenir pour chercher le prix. Ok, si je peux vous donner quelques stats, je vais le faire. On a essayé de me censurer. J'ai un micro moins cher, mais vous inquiétez pas, mes infos. Il est là, il est présent, il est simplement sur le côté. On l'appelle le canapé guy, voilà. Mais je peux rentrer à tout moment. Si un coup de sifflet, Exactement. Alors, au niveau du box-office, quand même, c'est au niveau, en fait, de ce que ça a coûté, en fait, ce film à faire. Donc, tu citais 55 millions dollars. 55 millions ou 65, je sais plus. Je crois que c'est 65 millions. 55, moi j'ai trouvé comme information, pour faire le film. Et là, justement, j'allais vous poser la question, on est à 190 millions ou 200 millions selon les sources. On est plus à 10 c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire quasiment 4 fois plus cher. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié, cette différence de prix ? Enfin,
le prix qu'a coûté le film. Pour ma part, non. Enfin, non. Oui et non. Je peux comprendre les 200 millions parce que c'est une suite. Le premier a eu un énorme succès, donc forcément, je pense que les prods ont mis beaucoup plus le paquet. J'ai entendu dire que Todd Phillips a été beaucoup mieux payé. Je crois Joaquin Phoenix aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il y a Lady Gaga. Qui a eu un moins gros cachet que Joaquin Phoenix, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup moins de journées de tournage. Mais voilà, c'est quand même des grosses têtes d'affiche, et surtout Lady Gaga qui est une énorme tête d'affiche. Je crois qu'elle a fait aussi un album, du coup, tout ça, ça a un coût. Et ouais, je pense que c'est ça qui a coûté cher. Je pense. Mais après, dans le résultat final qu'on voit le film, non, on voit pas les 200 millions, je trouve. En tout cas, par rapport au premier. Par rapport au premier, en fait, honnêtement, Mm. je pense en termes purement techniques et de comment le film a été réalisé, je pense que le film aurait pu coûter même moins cher que le premier. Parce qu'honnêtement, ça se passe toujours dans les mêmes décors. En fait, concrètement, le film se passe quasi la totalité dans la prison où Arthur Fleck est incarcéré et dans un tribunal. Donc il y a très peu de décors, il y a très peu de... quand je dis il y a très peu de décors, ça ne veut pas dire que voilà, c'est minimaliste, etc. Mais je veux dire, voilà, c'est comparé au premier, il y a moins d'extérieur, il y a moins de décors, etc. Et effectivement, on ne les voit pas forcément à l'image des 200 millions. Mais je pense, en fait, concrètement, je pense que c'est un film qui aurait pu être fait avec le même budget que le premier, même moins, et ça aurait donné le même résultat. Et justement, ça tombe bien, parce que tu as cité des choses, je tease un peu pour la suite de l'émission, messieurs, dames, mais figurez-vous qu'à la fin, il y aura un petit quiz, et justement, il y a un petit quiz pour que vous trouviez tout simplement, et vous pouvez participer également chez vous, les tarifs qui ont été donnés, combien ont été payés tout simplement le réalisateur et les acteurs. On va faire comme ça un petit jeu. Ça sera à la fin de l'émission, on reviendra dessus. Pour savoir justement la démesure et expliquer justement aussi ce prix qu'a coûté le film. Alors, pour revenir... peut-être l'avis de Thomas aussi, parce que Thomas en soi, tu as beaucoup dit tu as tout dit en soi, dans le sens où on les voit pas forcément à l'image, mais évidemment, forcément, quand tu as fait un premier opus qui a bien marché, le second film, tu vas mettre le paquet en termes de budget, même en termes de com. Par exemple, on pense à l'album de Lady Gaga, on pense aussi simplement à sa présence. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est des choix qui ont dû coûter cher et qui ont été tournés vers le fait de ne pas faire un échec sur le second film. Après, je me rends pas forcément compte en fait des coûts, parce que ça dépend d'énormément de choses. Si par exemple au niveau de la construction, au niveau des décors, etc., je sais pas. Je me rends pas forcément compte en fait. Mais c'est vrai que côte à côte, j'ai pas l'impression que je sens la justification à l'image, quoi. Donc c'est sûrement, comme tu as dit, la paye, la com, tout ce qu'il y a autour en fait finalement. Ce qui est un peu dommage pour un film, en tout cas de notre avis. Pas forcément, moi, que ce soit 200 millions, 65 millions, moi, c'est le résultat final qui compte, mais... voilà, oui, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est pas mon argent que j'investis. Bon. Sinon, ça serait pas la même. Mais après, si on veut parler de ça, effectivement, je pense que ça aurait pu être fait avec le même budget. Je pense pas que ça aurait coûté plus cher, à part en dehors des acteurs, du réal, peut-être d'autres choses dont on n'a pas connaissance. On reviendra à ce niveau-là. Et j'aimerais revenir sur, vous avez évoqué les attentes du public, notamment au niveau du personnage central, tout simplement, le Joker. Le Joker, j'aimerais vous citer un extrait d'une critique de John Blisdall qui a été publiée dans Time Out sur Rotten Tomatoes. C'est la suivante. Donc Arthur Fleck, je rappelle qui est le Joker. Fleck lui-même est un personnage plus pitoyable et le film a quelques longueurs car il refuse d'emprunter des voies de sortie évidentes. Il n'y a pas de véritable scène d'action, à moins que l'on ne compte les numéros musicaux. Pas de poursuite en voiture, pas de scène de combat. Il nous reste la tragédie d'un homme brisé dans un monde qui ne s'intéresse qu'au sensationnel. Donc là, ça rejoint la question de qu'est-ce qu'attendait le public finalement. Est-ce que vous pensez qu'on est un peu de ce côté-là, d'un manque de quelque chose, comme si le public attendait du sensationnel ? Je n'ai pas l'impression que les gens voulaient du sensationnel, en vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt qu'ils voulaient ce personnage auquel ils s'étaient attachés au premier opus. Il faut voir aussi l'effet que ça a fait, le nombre de personnes qui avaient un fond d'écran Joker, où ils disaient... il y a même eu des manifestations, il me semble, en Amérique du Sud, où ils mettaient le masque Joker. Je veux dire, il y a eu un impact quand même mondial sur le fait que les gens sont un peu identifiés à son message. Et en fait...
j'ai l'impression que de ce fait, ils étaient très empathiques et ils s'attendaient à voir la suite de ce personnage qu'ils appréciaient finalement en vérité. Moi, même si il a fait un crime, etc., dans le message qu'il donne, en fait, c'est le message de quelqu'un en fait, qui était maltraité par la société et en fait qui se rebelle en fait. Et d'ailleurs on le voit aussi dans le second film où il y a énormément de personnes qui soutiennent finalement le Joker. Et j'ai aussi l'impression que c'est aussi ce que Todd Phillips a pris en compte. C'est qu'en fait, à mon avis, il me semble que c'est dans une interview où il explique qu'il n'était pas, en fait, qu'il s'attendait pas à ce que les gens s'identifient comme ça, enfin qu'ils l'apprécient autant. Je suis pas certain de mes sources, on pourra peut-être vérifier dans le couch derrière. On en reparlera justement de cette Mais identification. en fait, j'ai l'impression que c'est pas le sensationnel qui manquait, honnêtement. C'est pas du tout une explosion de voiture, une course-poursuite, un combat qui manquait, quoi. Ok, même si elle est moins présente pour le coup, mais ok, tu penses que... J'ai pas l'impression que si on avait rajouté une scène d'action que les gens auraient dit « Ah, en fait, c'est un chef-d'œuvre ». D'accord, je vois. Et Tom, t'en penses quoi? Moi, je pense que les gens s'attendaient à ce qui est... En fait, ils s'attendaient à voir la suite tout simplement du 1 de Arthur Fleck qui a basculé dans le personnage du Joker. Et je pense que les gens s'attendaient à voir que du Joker. Et c'est là où... Non, mais c'est vrai, tu vois. Genre, et je pense qu'en fait, là où les gens s'y attendaient pas, et c'est là où je trouve que les gens vont pas être d'accord avec moi, ou Todd Phillips, je trouve que c'est là, ça a été très culotté de faire ça. Et c'est pour ça, en partie, que j'ai apprécié le film, parce que je savais pas trop quoi en penser à la sortie, même s'il a beaucoup de défauts, on en parlera aussi. Mais en fait, les gens, comme a dit Thomas, et ça, il a raison, c'est vrai que ça a créé un mouvement. Les gens c'est vrai qu'à la sortie de Joker 1, les gens, ils avaient des fonds d'écran. C'est vrai que ça a créé comme un mouvement, ouais, de... Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le film, le Joker 2, en fait, te rappelle que en fait, ils en oublient Arthur. Et que, en fait, il y a derrière ce personnage du Joker, que les gens ont pris comme symbole, il y a un homme qui a souffert et qui souffre encore, et qui est maintenant en prison, et qui va devoir assumer ses actes. Et d'ailleurs, tout le film me pose cette question-là. Est-ce qu'il y a un Joker ou il n'y a pas de Joker? Et tout le film montre que tous les gens sont fans du Joker, et même, du coup, le personnage de Lady Gaga. Et en fait, tout le monde s'en fout d'Arthur Fleck. Et c'est ça qui est le plus terrible dans le film, et je trouve le plus dur. C'est ça qui est dur dans le film, c'est qu'en fait, Arthur Fleck, il est là, on passe notre film avec lui, et c'est en fait, on ressent toute cette souffrance de. Mais en fait, tout le monde s'en fout de lui, quoi. Et s'il n'y a pas de Joker, tout le monde s'en fout. Et du coup, je pense que les gens, c'est pas tant l'action, comme Thomas a dit. C'est plus le personnage du Joker. Ouais. Et en fait, les gens sont fait. En fait, c'est ça qui est fort, c'est que les gens sont fait prendre à leur propre jeu. C'est que ils ont lâché des mauvaises critiques, ils n'ont pas aimé le film parce qu'on n'a pas retrouvé le Joker, mais c'est ce que critique le film. C'est qu'en fait, vous voulez un personnage qui est fou malade, qui veut faire exploser Gotham City. Et en fait, le film te rappelle que soutenir des gens comme ça, c'est pas bien. Exactement. Alors, on va parler justement de cette nature-là du Joker, qui est un point central de la question autour de ce film. Mais avant, il y a le canapé guy qui aimerait intervenir. Louis, je t'en prie. J'ai une toute petite remarque. Attends, je positionne correctement mon micro. J'ai une toute petite remarque. Je vais compléter en fait ce que dit Tom, parce que je suis assez d'accord. C'est que en fait, la production et la communication a annoncé un film sur Joker. Ça s'appelle Joker Folie à 2 d'ailleurs. Mais on n'a pas un film sur le Joker. On a un film sur Arthur Fleck. Et j'irais même jusqu'à dire, on a un film sur quelqu'un qui ne sait pas qui il est. On a cette notion d'identité, ça sera peut-être abordé tout le long après. Qui est-il? Est-ce qu'il est Joker? Est-ce qu'il est Arthur? Et la fin, pour moi, nous donne une réponse assez claire. Donc je ne vais rien dire là-dessus. Mais du coup, je ne peux que comprendre la frustration des spectateurs qui viennent voir un film qu'on vend comme Joker Folie à 2, le deuxième opus du premier qui crée un monstre. On a un monstre en liberté. On a Lady Gaga en liberté totale aussi sur le film. Et finalement, on se retrouve avec cette espèce. Moi, j'ai bien aimé le film, attention, mais cette comédie musicale qui n'est pas un film d'action, qui est une sorte de presque de thriller psychologique musical d'un homme torturé, on ne sait pas où on va, ce qui est un super message de la part du directeur par rapport à ce qui du réalisateur. Parce qu'il est américain. J'ai d'autres émissions de Couch Gay en tant qu'en Amérique. Mais place des mots comme ça en anglais de temps en temps. Je vais faire vite, mais c'est juste qu'il y a un décalage entre ce qui a été vendu et peut-être même que ça s'est pas entendu. On sait que les Américains ils fonctionnent différemment aussi, entre ce que le réalisateur a voulu faire et ce qui a été vendu, parce que ça fait plus d'argent un film sur Joker qu'un film sur un gars qui est triste. Exactement.
c'est tout ce que je veux dire. Merci à tous. N'hésitez pas à me demander l'heure. Non, mais Et c'est vrai que c'est bien d'ajouter ça que en fait il y a peut-être effectivement ce décalage. En fait l'échec du film est dû aussi à ce décalage de peut-être la distrib et la prod qui a communiqué le film d'une certaine manière D'une et le certaine message que où je pense Todd Phillips a une grosse liberté comme le premier de faire c'est vraiment un film d'auteur en fait hein, pour le coup. Ça, on va en revenir sur les libertés qu'a eu le réalisateur, sur la communication qui a été faite autour du film. J'aimerais juste revenir sur l'identité du Joker, cette double identité qui est un point central du film. Et vous rappelez, vous l'avez certainement en tête, le générique d'intro. Le générique d'intro, je pense que c'est important de le rappeler. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un petit court-métrage d'animation dans lequel on voit tout simplement les deux facettes du Joker, celle d'Arthur Fleck et celle du Joker, qui se battent en duel. Et est-ce qu'on peut dire, vous allez me donner votre avis, est-ce qu'on peut dire que ce petit court-métrage d'introduction ne serait pas une sorte de métaphore de tout ce qui va se passer dans le film, de tout le débat du film, savoir qui est réellement Arthur Fleck? Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit court-métrage, de cette ouverture de film? J'ai envie de dire aussi scénaristiquement, généralement une intro va résumer le film dans son entièreté. Justement, j'étais assez surpris de voir que ça a été fait en animation. Alors peut-être une volonté d'annoncer que justement on va totalement changer de registre en fait dans ce film. À mon avis, c'est plus aussi dans ce sens-là. Je ne crois pas avoir plus à dire. J'étais un peu surpris, honnêtement. J'étais très très surpris de voir une animation tout au début. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette ouverture, Tom? Moi, je pense que effectivement, elle annonce le questionnement sur lequel va porter le film. Et moi, je pense que ce questionnement est en fait un énorme leurre tout le long du film, parce qu'en fait, on se pose ce questionnement, mais en réalité, moi, j'ai ressenti ça dans le film, c'est qu'il y a tout ce questionnement, mais en fait, le personnage d'Arthur, il en a rien à foutre, en fait. En fait, le message du film à la fin, c'est qu'en fait, on s'en fout de ça. Ouais. En fait, c'est un faux débat de savoir est-ce qu'il y a Joker ou pas de Joker. Ce qui pour moi aussi est un défaut du film, parce que c'est ce qui va créer aussi une longueur, je trouve, mais on en reparlera. Ouais. Mais en fait, c'est un faux débat et je pense que ce court-métrage annonce effectivement une thématique du film, mais aussi un leurre. Ce court-métrage a commencé, ça résume aussi le début le 1. Je trouve qu'il résume assez bien le 1. Et aussi, surtout, moi, je me suis dit, ah putain, on va vraiment passer... je me suis fait un peu avoir, hein. J'avais l'impression, je me suis dit, ouais, on va passer vraiment... Là, ça va être le Joker, quoi. On va passer tout le film avec plus Arthur Fleck, mais Joker. Et en fait, j'ai l'impression que ce film, constamment, prend un peu les attentes du public, mais pas juste pour les prendre à contre-pied, hein. C'est vraiment un message derrière en fait, c'est comme si le film nous donnait une bonne leçon. Que c'est pas bien de... Une fessée. Ouais, c'est un peu une fessée, mais vraiment, c'est pas agréable. Et je pense, encore une fois, les gens n'ont pas apprécié pour ça, parce que personne n'aime se prendre de gifles. Et moi, je m'en suis pris quand même une. Et c'est difficile à accepter. Mais c'est ce qui fait son impact au film. Oui, mais les gens n'aiment pas... L'impact émotionnel, il est incroyable. Genre, Ouais. Même les gens qui sont déçus, si c'est pas... oui, c'est pas genre... ils sont indifférents. C'est simple. Ils sont énervés, oui. Ils sont énervés. Et du coup, ça les a touchés d'une certaine manière. Oui, mais si je te mets une gifle, tu vas être énervé. Bah ouais, je vais avoir les larmes, je vais être très triste. Voilà, mais même si c'est légitime, enfin, genre. Oui. Voilà. Alors, mais les gens n'aiment pas ça, quoi. Mais je comprends. Bien sûr. Je vais revenir simplement sur. Vous aviez évoqué toutes les personnes qui mettaient des fonds d'écran du Joker, cette passion vraiment pour le personnage du Joker, en tout cas à partir de 2019, quand le premier film est sorti. J'aimerais vous citer une critique de Glenn Kenny, qui a été publiée dans Première Magazine sur Rotten Tomatoes exactement. C'est la suivante. Certaines critiques préliminaires se sont plaintes que le film n'offrait pas beaucoup de Joker fanservice. C'est exactement ce dont on parlait. Cela me fait un peu rire. Je comprends que le personnage est en effet un phénomène de la culture pop et qu'il est fictif, mais si l'on considère ce qu'il représente, qu'est-ce que le Joker fanservice ? Qu'est-ce qu'il impliquerait ? On pourrait tout aussi bien parler du Charles Manson fanservice, pour citer un serial killer très célèbre. Et il termine en disant « Nous vivons dans un monde malade et tordu ». Est-ce que, parce que justement vous allez parler de cette figure du Joker qui a explosé dans le premier et qui a été déconstruite par la suite, est-ce que vous pensez que c'est un peu cette intention qu'a voulu placer le réalisateur dans Folie à deux ? Moi, je pense que ce que Todd Phillips a voulu faire, surtout dans Folie à deux, c'est surtout de rappeler que, et c'est ça en fait que les gens n'ont pas compris, je crois, dans le 1, et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le 1 aussi, c'est que la plupart des gens qui ont adoré Joker 1, en fait, ont vu un message
social et politique, avec le mouvement, une sorte de mouvement révolutionnaire. Et en fait, le film ne dit pas ça vraiment. En fait, le film dit juste que la société est malade et que en fait, tu subis. En fait, c'est juste un homme. En fait, le Joker 1, c'est un homme qui subit tout du long. Il répète, en plus, il répète constamment ça. Quand il est sur le plateau avec Murray, il dit Dans le 1, du coup. il dit est-ce que j'ai vraiment la tête de lancer un mouvement? En fait, il n'en a rien à foutre du mouvement. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont identifiés plus au mouvement que, en fait, à, encore une fois, la souffrance et d'Arthur. C'est que il n'y a pas de dans le 1, bien sûr qu'il y a une critique peut-être des riches sur les personnes pauvres. Mais en fait, le film ne s'arrête pas qu'à là, parce qu'il y a plein de scènes dans le 1 où il se fait... Enfin, il en prend plein la gueule, mais de tout le monde. Dans le bus, il en prend plein la gueule. Il en prend plein la gueule par des jeunes qui le tabassent dans la rue. Il en prend plein la gueule par ses collègues de travail. Et c'est des prolos comme lui qui sont... En fait, le film dit concrètement que la vie, c'est pas juste les riches qui sont méchants, mais c'est juste les gens qui sont méchants. Et qu'en fait, si tu te fais marcher dessus, tu peux vriller, quoi. Et du coup, je pense que pour revenir à ce que tu as dit... c'est aussi là ce que dénonce un peu cette critique aussi, c'est pourquoi en fait les spectateurs étaient tant fascinés par une figure du Joker qui était quand même relativement problématique dans le premier, qui valorisait une certaine forme de violence, alors que là, est-ce que le réalisateur a pas, d'une certaine manière, voulu montrer que ce n'est pas bien d'idolâtrer le Joker comme ça a été fait par la majorité du public dans le premier? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ce côté-là? Moi, je crois, en tout cas. Moi, je crois vraiment qu'il a voulu déconstruire ça parce que, personnellement, moi, je fais partie de ces gens. Quand j'ai vu le premier le Joker 1 de ce fait, en fait, j'étais totalement pris avec le Joker. On était avec lui tout du long. Je me suis dit, mais c'est insupportable comme société. C'est insupportable. Il n'arrive pas à trouver sa place. Et en fait, à chaque fois qu'il essaye d'exister, il se fait taper dessus, en fait. Et en fait, enfin, il a trouvé sa place. Et c'est dans la violence. Et en fait, je crois que pourquoi c'est facile de s'identifier à ce personnage, c'est parce que on vit aussi d'une certaine façon dans une société qui est comme violente dans le fait de même pouvoir se placer. Il a la figure du clown triste, c'est un peu aussi celle de l'artiste, de ne pas être comme les autres finalement. Et je crois que c'est facile de suivre le Joker sur ça. Personnellement, j'étais fervent. Ouais, j'étais en mode, mais oui, tu faisais partie de la catégorie des fonds d'écran. J'étais dans le mouvement, j'avais le cocktail Molotov, j'étais totalement fou. Quoi. J'étais totalement fou. Mais justement, c'est pour ça que j'ai adoré ce second film. Parce que justement... Il t'a pris dans l'autre sens. Avec le temps, bien sûr, que c'est qu'en sortant, parce que j'avais un attachement émotionnel, j'étais dedans, j'étais à cœur dedans, quoi. Après, avec réflexion, bien sûr. J'ai compris que c'était plus comme ce que disait Tom, que c'était plus un message sur une société malade en fait. Mais je trouve que c'est important parce que ce film justement il le décrit ça. En fait, parce que ça n'a pas été perçu de cette manière-là, je crois. Je crois que beaucoup de gens, comme tu as dit, ont suivi comme moi en fait de façon émotionnelle le Joker. Et ce film-là, en fait, il vient nous frustrer parce qu'il vient nous rappeler la réalité aussi sur ce point-là et rappeler en fait que nous, en fait, on suivait le Joker et on s'en foutait de Arthur Fleck. Et là, c'est un film sur Arthur Fleck. En effet, depuis qu'on commence à parler, vous évoquez énormément la dureté. Je sais pas ce que tu vas dire, mais j'aurais quelque chose à ajouter. Mais vas-y, dis, je sais pas si c'est en lien. Moi, je veux parler de la dureté du film et de cette noirceur en fait qui crève l'écran. Est-ce que c'est ça dont tu voulais parler ou Vas-y, parce que c'est un point. Je suis désolé de t'avoir coupé. Si tu voulais dire non, mais en fait, ça dépend. Okay. Non, mais parce que excuse-moi, non, t'as pas le droit. Mais depuis le début, effectivement, l'une des premières choses que tu as dit, Tom, c'est que le film est difficile à regarder. Qu'il te met des claques dans la figure, pour parler poliment, que ce n'est pas agréable. Donc il y a une forme de dureté et de noirceur encore plus forte que dans le premier qui se dégage dans Folie à deux, dans la suite. J'aimerais par exemple évoquer une critique de L'Homme Grenouille. Alors, excusez-moi le nom, mais j'aime bien L'Homme Grenouille sur Sens Critique, qui
explique, chaque apparition de Lady Harley Gaga sonne comme une sorte de glas perpétuel. À aucun moment, la folie ne sera salvatrice. Elle résonnera à chaque fois comme une comédie musicale visant à castrer ce monstre dont Phillips, donc le réalisateur, semble désormais tout renier. Il y a, en fait, on a l'impression que c'est une descente en enfer. D'ailleurs, on pourrait classer ce film dans les meilleures descentes en enfer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette noirceur ? Est-ce qu'on a bien résumé une particularité du film ici ? Bah, je sais bien parce que je vais pouvoir dire ce que je continue. Ça tombe bien. En gros, Joker 1, pour moi, c'était une descente en enfer, mais avec une libération. C'est qu'en gros, tout le long, Arthur subit les choses, mais il y a une forme de justice dans le sens où, au bout d'un moment, comme a dit Thomas, il se réveille dans la violence. En fait, Arthur arrive à exister à travers la violence. C'est qu'en fait, Arthur, c'est pas un mec, au début, dans le 1, c'est pas un mec méchant. Il essaye d'être gentil avec les gens, il fait des grimaces à un enfant dans le bus, il essaye d'être bon vivant. Et en fait, il se fait juste... il se prend des gifles tout le long du film et au bout d'un moment il pète un câble et en fait ça le rend violent. Et en fait je sais qu'il y a une scène qui dans le 1 que j'aime beaucoup parce que c'est quand en fait Arthur tue Murray. Il y a une scène où Murray est mort et il commence à rigoler mais avec les larmes aux yeux. Et en fait c'est pas, moi j'ai pas l'impression que c'est pas un rire, c'est un pleur de libération. Comme quand tu gardes une émotion en toi pendant très longtemps et que d'un coup, tu te libères de quelque chose. Et j'adore je trouve que c'est pour ça que dans cette scène, Joaquin Phoenix, il avait été incroyable. Je trouve qu'on sent vraiment cette libération. Et c'est pour ça que je trouve que le 1 est une libération. Et c'est pour ça que je pense que les gens ont adoré ça. C'est, en fait, te laisse pas faire parce que tu subis. Libère-toi. Et les gens voient un symbole là-dedans. Mais c'est une fiction. Et les gens, du coup, forcément, ça leur parle. Et en fait, le 1, c'est là où c'est très dur. Le 2, pardon, Folie à 2 est très dur. C'est qu'en fait, il te rappelle que en fait, la réalité, c'est pas une fiction et que en fait, tes actes ont des conséquences et que en fait, tu vas payer. Tu as payé pour ce que tu as fait et qu'en fait, dans la fiction, alors le Joker, il sort de la prison d'Arkham, il va faire exploser Gotham. Mais en fait, dans la réalité, non, tu es en prison et tu vas juste prendre tarif parce que la vie, c'est ça. Et en fait, tu vas vite. Non, mais c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est pour ça que les gens n'ont pas aimé 1. C'est juste, on aura. En fait, le 2, pardon. C'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé. C'est juste qu'ils ont mis un énorme coup de réalité dans la gueule des gens. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, oui. En fait, quand tu tues 5 personnes, non, tu ne fais pas exploser des hôpitaux. Tu fais pas exploser, tu fais pas exploser des hôpitaux avec du gaz. Non, c'est juste, tu es en prison et tu vas prendre tarif toute ta vie. Et accessoirement, tu peux. Enfin, je vais pas spoiler la fin. Thomas, tu l'as ressenti cette noirceur aussi un peu dans le film? Oui, mais je vais répondre à je veux juste finir sur un truc là-dessus. Je vais prendre un exemple pour ceux qui ont vu du coup le 2. Une scène qui représente beaucoup ça, c'est en fait la scène pendant le tribunal. Et je sais pas si vous vous souvenez du nain qui, je sais plus comment il s'appelle dans le film, je suis désolé. Attention avec les termes. L'homme de petite taille qui est le collègue d'Arthur. Monsieur Puddles. Il s'appelle comme ça? Ah oui, c'est ça. Monsieur Puddles. Oui, c'est ça, Puddles. Donc Monsieur Puddles, qui est le seul ami d'Arthur. En réalité, la seule personne qui est gentille avec Arthur dans le film, dans le Joker 1. Vous vous souvenez, il y a une scène où du coup Arthur tue son collègue dans le 1 devant Puddles. Et cette scène est ultra drôle parce qu'on voit il se cache derrière le tabouret. Et je me rappelle quand je suis allé voir le film 2 fois au cinéma, les gens rigolaient à cette scène parce qu'elle est tournée de façon comique. Et en fait, ce que moi j'ai bien aimé dans le 2, c'est que ce personnage revient pendant la scène du tribunal pour qu'il vienne témoigner. Et en fait, dans cette séquence, le personnage explique ce qui s'est passé. Et en fait, Arthur dit, habillé en Joker, il dit, mais en fait, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Genre, je t'ai dit que j'allais rien faire. Je t'ai sauvé la vie, d'une certaine manière. Il lui dit d'une certaine manière, mais en fait, tu devrais me soutenir. Ouais, pas que tu devrais me soutenir, mais en gros, je t'ai rien fait. Tu vois, je t'ai dit que j'allais jamais te faire de mal. Et là, le Puddles, il lui dit, mais comment ça, tu m'as pas fait de mal? Et il dit, j'arrive plus à dormir la nuit. En gros, il a été traumatisé. Mais ce qui est réel, et ça rappelle juste, en fait, c'est encore une réalité, c'est qu'en fait, oui, en fait, quand tu tues quelqu'un devant quelqu'un,
enfin, tu tues une personne devant un tierce, mais oui, la personne est traumatisée à vie. Et qu'en fait, c'est des réalités de la vie, et c'est pas juste, maintenant le mec il fait sa vie normale. Non, ça rappelle qu'en fait, tout ce qu'il a fait, même sur les gens à qui il a pas fait mal, il leur a fait du mal, et que la vie c'est ça. Voilà, et je trouve que c'est une scène qui représente bien en fait ce qu'est Joker Folie à 2 et comparé au 1. C'est qu'en fait, voilà, vous avez bien rigolé dans le 1, mais en réalité, tout ce qui s'est passé, c'est juste pas drôle. En fait, c'est pas drôle. Ouais, on va parler de cette différence-là, mais avant, j'aimerais que Thomas revienne sur ce qu'il disait. Je comprends ce que tu dis, Tom, mais c'est vrai que quand on met un bilan aussi sur la santé mentale des gens, en fait, en général, dans nos sociétés, eh bien, un film comme Joker 1, ça fait du bien. Ça fait du bien, et en fait c'est aussi ça, c'est que j'irai pas condamner les gens parce qu'ils sont frustrés à ce point sur ce film, parce que je comprends totalement. C'est que quand je vais au cinéma et que je vais voir Joker, j'ai pas envie de me prendre un coup de réalité en mode en fait toute cette libération que j'ai ressentie dans le 1 en étant en immersion avec un personnage comme celui du Joker, eh bien cette fois-ci a totalement été déconstruit. Parce que c'était comme un vent de libération en vérité. Parce que, et je crois que c'est aussi ça qui est très frustrant. Et de se dire, ok, en fait, on s'est dit, en fait, il faut tout faire péter. Enfin, des fois, on peut penser à ça quand on se sent pas bien, on va tout faire péter. Et en fait, là, on nous dit, en fait, non, tu vas rien faire péter. Tu vas passer dans un tribunal et tu vas aller en prison. Voilà, c'est fini. Et en fait, on est oui, mais ça, c'est la réalité. Et en fait, quand on va voir un film, parfois, on n'a juste pas envie d'être dans la réalité. Et là, c'est vrai que ça nous a rappelé que, en fait, il y a des conséquences. Ça nous a rappelé des réalités extrêmement dures. Celle, par exemple, de Monsieur Puddles, tu l'as dit, qui est traumatisé, alors qu'ils sont amis. Alors, c'est extrêmement touchante où il dit, mais tu es la seule personne qui a été gentille avec moi. Moi, j'ai été extrêmement touché. Mais en fait, c'est ça, c'est que d'un côté, je comprends le choix de ce film, le choix de Todd Phillips. Par contre, c'est vrai qu'il fallait s'y attendre. En vrai, de frustrer autant. Et du coup, c'est vrai que je ressens cette noirceur, mais peut-être que, d'un certain sens, c'est pas ce qu'on vient chercher forcément, ce qu'on vient chercher dans un film qui est nommé Joker. Donc, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je condamne pas les gens qui n'ont pas aimé parce que je les comprends totalement. Mais c'est juste si le cinéma est là pour mettre des lumières sur certaines choses, te faire remettre en question sur... c'est un divertissement, le cinéma, mais c'est vrai que c'est compliqué de prendre un point de vue aussi fort dans un film qui est censé te vendre un divertissement où tu vas passer un bon moment. Mais c'est ce qui fait pour moi la force du film, parce que le 2 est presque pas l'antithèse du 1, mais quasi. C'est qu'en gros... on va en parler de cette opposition. Juste pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, moi, le Joker Folie à 2, ça me fait vraiment penser, il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord, mais moi, ça me fait penser un peu au film de Haneke ou de Lars von Trier. Mais surtout d'Haneke. D'Haneke, parce que Haneke, il a tendance à filmer la réalité des choses. Genre, je sais que quand il avait fait Funny Game, en fait, c'est parce qu'il trouvait que la violence au cinéma était trop en gros, on te la vendait comme quelque chose de fun. Et en fait, il voulait montrer que en fait, la violence, non, c'est pas drôle en fait. Et que voilà. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Et je trouve que c'est culotté. Et voilà. Et même cette noirceur, même Lady Gaga, petite anecdote dans ses interviews, a du mal finalement à promouvoir le film. Si on cite quelques phrases, elle sort à plusieurs reprises It's a Dark World, donc c'est un monde noir, il est très difficile d'être dans ce monde, donc on sent vraiment que même pour les acteurs, ça a été, ça a été très difficile émotionnellement de tourner dans ce film-là. Donc là, on parle depuis tout à l'heure de cette suite qui est surprenante, qui est presque opposée au premier film. Alors, mais à quel niveau finalement elle va être opposée ? On va essayer de creuser un peu à ce niveau-là. Je vais vous citer par exemple au niveau du Joker pour citer le réalisateur Todd Phillips qui parle de son personnage. On lui reproche en fait de ne pas avoir suivi la ligne directrice du Joker. Il dit oui mais, donc je traduis bien sûr toutes les interviews, oui mais le premier film s'appelait Joker. Pas le Joker, il s'appelait juste Joker. Et pour le premier film, le scénario disait toujours c'est une origin story. Il n'a jamais dit c'est l'histoire de l'origine du Joker. Je veux croire que l'on n'a pas affaire au Joker, mais à une interprétation du Joker. Donc j'ai l'impression que le réalisateur a véritablement en fait, voulu défendre un point de vue encore plus original et surtout
très, très différente de ce qu'il avait peut-être maladroitement voulu faire dans le premier. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a voulu dire par je veux parler d'un Joker et je veux parler d'Arthur Fleck. Arthur Fleck, pardon. Est-ce que vous le comprenez ça? Moi, oui. Ouais, en soi, j'ai l'impression d'avoir compris ça aussi. En fait, j'ai compris ça dans le premier, mais je l'ai très vite oublié parce que je voulais vraiment croire que c'était le Joker. Et j'avais vraiment envie que ce soit le Joker comme on voit dans les films d'ici, Batman, etc. Et en fait, le 2 vient nous dire qu'en fait, c'est pas le Joker, c'est Joker. C'est Arthur Fleck. Et d'ailleurs, on le voit dans la scène finale, il se fait brutalement poignardé dans son... Par un psychopathe. C'est ça. Et à la fin, avec cette écharde, ce couteau, on va dire... en fait, il vient se dessiner le sourire du Joker. Ah oui. Et donc, est-ce que ce serait pas lui, le Joker? Est-ce que c'est pas ce psychopathe qui a tellement idolâtré en fait, l'image du Joker qu'il est devenu, et c'est lui peut-être le Joker de DC. Peut-être que Joker, c'est simplement son inspiration. Oui. The Canapé Guy aimerait rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi aussi. J'aimerais, peut-être que ça se trouve, on va dire la même chose. Ça se trouve, attends, je vérifie que je crie pas dans le micro. Je te laisse parler. C'est que, ouais, en fait, ce qui est important, c'est que je vais parler en termes d'image. Ouais. Bien sûr, je précise pour nos auditeurs, Louis Viau est un jeune chef opérateur. On l'appelle ici Canapé Guy, mais c'est avant tout un chef opérateur qui va nous donner son avis sur l'image. C'est très gentil. Eh bien, le plan où le Joker se fait éventrer. En effet, il y a. Alors, il se fait pas éventrer, mais vas-y. Ok. Je rigole. Il prend des coups de couteau dans le ventre. Des tessons de bouteille. Voilà. Pardon ? Non, vas-y. Vas-y. En gros, il se fait planter dans le ventre, je pense que c'est le bon terme. On a un plan qui garde le Joker, enfin Arthur, en sujet. Et c'est dans le flou, c'est important que ça soit dans le flou, que son assassin se taille le visage, le sourire du Joker. Et on comprend bien que le Joker n'a pas d'identité propre. Sinon, on aurait vu un plan du mec qui se taille, en fait. Parce qu'on aurait dit, ok, c'est lui le nouveau. Ce qui est important, c'est que le symbole du Joker a été transmis, qui se transmettra peut-être à l'infini. Et c'est d'ailleurs pour ça que son assassin, on ne sait pas qui c'est. On a des plans sur lui, on sent que ça monte tout le long, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, c'est important de ne pas le savoir. C'est montrer que Arthur, malgré lui, il a créé un symbole qui va être repris. Et c'est aussi le même l'histoire du titre du film qui s'appelle Folie à deux. Au début, on a envie de se dire c'est Folie à deux avec Harley Quinn. En fait, c'est Folie à deux avec ses deux identités. C'est un peu comme ça que je le perçois. Mais très intéressant. Je retourne sur le canapé. Non, mais de toute façon, on va rebondir sur ces questions-là. Donc, je te remercie d'être intervenu à ce niveau-là. Moi, pour rebondir sur ce qu'a dit Louis, en fait, je suis d'accord avec lui. Moi, je pense que Todd Phillips a juste voulu faire son adaptation du Joker. Enfin, en vrai, tout ce qui est lié à l'univers DC Comics sont là. C'est juste revisité et il s'est emparé. En fait, il a fait sa propre vision. C'est pour ça aussi que je dis que c'est une vraie vision d'auteur et que pour moi ça reste un bon réal et scénariste. C'est que en fait il n'est pas allé dans la facilité de faire ce qu'on a déjà vu. Il s'est emparé du sujet et a fait sa propre interprétation. Et effectivement, en fait, dans le film, la réalité, et on le voit déjà dans le 1, sauf que c'était un petit leurre, c'est que le Joker c'est qu'un symbole et qu'en réalité, je pense que le film veut dire, c'est même pas, même à la fin, je veux dire, le mec qui style les joues, c'est pas pour dire ouais, est-ce que c'est lui le vrai Joker, c'est juste en fait le Joker c'est pas une personne, c'est un symbole. Et on en revient aux origin story dans les BD de tout, qu'en fait on connaît pas l'identité originale du Joker. C'est qu'en fait le Joker c'est qu'un symbole d'une personne qui a une chute mentale, je sais pas, qui a complètement pété les plombs. Et je pense même pas, le film s'attarde même pas sur le symbole se transmet, etc. C'est juste, en fait, c'est le Joker, c'est personne. Et en fait, là, le vrai sujet du film, c'est Arthur. Et Arthur, en fait, tout le monde s'en fout. Et c'est un mec qui subit. Et en fait, sachez que vous ferez mieux de vous. Bon, je sais pas s'il dit ça complètement, mais je pense que ce que le film veut dire, c'est qu'en gros, identifiez-vous peut-être plus au personnage d'Arthur parce que vous êtes plus proche de lui que du Joker. Pour revenir à... Je crois qu'il dit ça. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, non, mais non, mais je pense, en gros,
je pense que chacun a plus de possibilités de se rapprocher d'un personnage comme Arthur Fleck qu'un mec comme le Joker. Comme le Joker, je comprends. En tout cas, de la figure qu'il représente, parce que c'est... En fait, on a plus de chances de se faire planter avec un tesson de bouteille dans une prison miteuse que de faire exploser Gotham City, quoi. Gotham City. J'aimerais revenir juste sur cette question de la suite dont on parlait juste avant. Je vais vous citer une petite critique de Jason Gorber qui est publiée sur Paste. Il s'agit d'une suite qui fait littéralement... Alors, c'est intéressant, j'aime bien cet extrait que je vous cite, parce que le film se passe en grande partie dans un procès. Et justement, là, le critique nous dit que ce film, c'est un procès du premier film. Donc, on va en parler. Il s'agit d'une suite qui fait littéralement le procès non seulement de son protagoniste, donc Arthur Fleck, mais aussi de l'intrigue qui l'a précédée, se moquant des lectures simplistes qu'elle a engendrées, tout en s'engageant dans le genre de bouffonnerie de salle d'audience qui donne aux séquences musicales l'impression d'être presque authentiques par leur contraste stylistique. Est-ce que vous pensez également qu'il s'agit d'un procès, un procès du premier film, ce second opus? Je suis assez d'accord. D'ailleurs, ça me met le doigt sur ce que je voulais dire. C'est que d'un certain sens, je peux pas être en désaccord avec justement cette vision, le fait que justement il en veuille au fait qu'on ait que des gens aient eu une lecture simpliste, on va dire, du premier film. Par contre, je le trouve assez hautain, en vérité, parce que c'est un peu, en fait, on va dire que il a voulu déconstruire l'idée de Joker en disant non mais les gars, vous avez rien compris en fait. Vous n'avez rien compris à mon histoire. Et en fait, j'aurais tendance à dire, bon, en vrai, je comprends que c'était peut-être pas son intention et qu'il voulait pas qu'on ait ces visions simplistes, mais aussi l'œuvre, une fois qu'elle a été projetée, elle appartient aussi au spectateur d'une certaine manière. Et à ce moment-là, c'est vrai que je comprends, c'est ce qui me rend mal à l'aise, dans le sens où j'ai l'impression qu'il vient se corriger de la lecture qu'on a eue du premier film, potentiellement. Moi, je trouve pas du tout. Moi, je trouve que le 2 est complètement dans la lignée du premier film. Parce que d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dans le premier film, moi, j'ai été très frustré par une chose. C'est qu'il y a une scène que je trouve incroyable dans le 1. C'est quand Arthur a tué Murray et qu'il se fait emmener par la voiture de police et que j'allais en parler justement, et qu'une ambulance rentre dedans et que tout le monde, enfin des personnes dehors le portent et en gros le mettent sur le capot et en fait il commence à danser devant la foule. Et que en fait là c'est vraiment le symbole est né, quoi. Genre il fait son sourire avec le sang et il y a une musique ultra puissante qui amène la scène et enfin moi je me rappelle j'avais des frissons dans cette scène et d'un coup c'est fini et moi je me suis dit générique, quoi, final explosif incroyable et en fait il y a une scène pas post-générique, qui est juste après, qui est la fin du film, qui est la fin du film où en fait il est en hôpital psychiatrique et on le voit rigoler, etc. Et, enfin, bref, il est enfermé, on comprend qu'il... Ouais, je reviens sur ça pour vous rappeler, cette scène est vraiment en contradiction, justement, comme tu disais, avec la scène précédente de la voiture, qui est vraiment une explosion cathartique, en fait, de tous les événements qui viennent de se passer. Et dans cette scène, il y a l'idée que Joker a potentiellement commis à nouveau un meurtre, puisque, je vous rappelle, il sort, en fait, dans un couloir en laissant des traces de sang. Alors, cette question n'est pas du tout reprise dans la suite, mais donc après il y a le générique, etc. Donc c'est à la fin du film. Oui, en gros, on comprend qu'il a tabassé sa psychiatre, un truc du genre. Mais en gros, ce qui je trouve important, c'est que moi, je me rappelle, j'ai été frustré par cette scène de fin parce que je trouvais que la scène où il était sur le capot de la voiture de police était ultra puissante et que ça aurait dû se finir là-dessus parce que le symbole était vraiment... Le symbole était total. Était né et qu'en fait, pour moi, c'était une rechute de le voir emprisonné. Sauf que maintenant, ça a du sens avec le 2 puisque... c'est en fait littéralement une amorce pour le 2. C'est qu'en fait à la fin non, il est en prison, quoi. Il est en prison et en fait on le retrouve après en prison. Exactement. Et que du coup je trouve que ça rentre complètement dans le truc là. Et pour moi c'est pas un procès, c'est pas, moi je pense Todd Phillips, pour moi c'est, il a pas fait exprès de dire non mais vous avez rien compris donc je vais vous faire souffrir. C'est, je pense, vraiment dans la continuité, parce que je suis désolé, dans le 1 c'est juste que nous on a apprécié parce qu'en fait c'est complètement dans le 1, Arthur il subit tout du long, hein. C'est pareil, il subit, c'est juste à la fin où il pète un plomb et il commence à tuer des gens. Mais en fait ce que je pense Todd Phillips a voulu dire, c'est surtout de créer un sentiment contradictoire avec notre ressenti, et c'est pour ça que pour moi les films marchent ensemble. C'est que si dès le début dans le 1 il nous aurait pas fait ressenti ce sentiment de libération et d'empathie envers Arthur, le 2 n'aurait pas fonctionné parce que on n'aurait pas eu ce sentiment de frustration de se dire du message du 2 qui dit qu'en fait tes actes ont des conséquences, que la réalité c'est pas une fiction
et qu'en fait, ouais, la vie c'est dur et que voilà, tu. Mais je rebondis sur ce que tu veux dire, mais effectivement, je vais juste te donner la parole après, mais on peut citer des parallèles même dans les constructions de cette scène entre le premier et le deuxième. Si je vous rappelle la scène des escaliers qui, dans le premier, bon là ça rejoint pas tout à fait ce que tu disais, mais dans le premier, qui est une scène musicale où le Joker se met à danser, etc. Et dans Folia 2, il y a également une scène dans les escaliers vers la fin du film. Je crois pouvoir m'avancer en disant que la majorité du public a souhaité que cette scène soit à nouveau une libération, cette fois avec Harley Quinn, et qu'il y ait encore une scène de danse pour rappeler le premier. Ce n'était pas le cas. Si on reprend la scène de la voiture, il y a 2 scènes de voiture, dans le premier, dans Folia 2. Dans le premier, c'est la scène que tu venais de citer, où Joker s'enfuit, il y a une musique très prenante, c'est un tout très cathartique. Et dans le deuxième, on s'attend à ce que ce soit la même chose. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Je vous le rappelle, dans Folia 2, Joker, au lieu de faire comme dans le premier, il va s'enfuir de la voiture. Il ne veut pas en fait refaire la même chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi des parallèles qui ont été faits entre ces 2 films. Tu voulais dire? Eh bien justement, mais c'est pour ça que ce que je te disais, même si tu n'étais pas d'accord, je me permettais de dire tous ces parallèles n'ont-ils pas été nourris en réaction du premier film? Je trouve que c'est justement intéressant. Quand je dis un procès, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis simplement que j'ai quand même l'impression que ce film, on parle de procès, c'est qu'en fait l'objet du second film parle énormément du premier. Et en fait, c'est pour moi, pourquoi c'est un véritable procès, c'est que je crois que de base, potentiellement, il avait prévu une suite de ce genre, mais à mon avis, par tous ces parallélismes, tout ça, à mon avis, il a voulu reprendre ces éléments justement qui ont été mal compris et en fait les déconstruire. Moi, ça me semble logique même que c'est venu nourrir peut-être une idée qu'il avait déjà. Moi, je pense pas que ça a été, en mode ça a été mal compris, parce que quand même quand tu vois dans la mise en scène du premier, etc. Et je donne l'exemple de la scène où il tue son collègue avec comment il s'appelle encore l'homme de petite taille. Monsieur Puddles. Monsieur Puddles. En vrai, la scène, je suis désolé, la mise en scène est faite pour que ce soit drôle. Je veux dire, c'est pas fait pour que ce soit triste. Genre, tout est fait pour que ce soit drôle. Et je pense que c'est juste un contre-pied qu'il a fait. Et c'est pour ça que je dis que le 1 et le 2 fonctionnent bien ensemble. C'est qu'en fait, il montre en plus avec la mise en scène que tu peux trouver quelque chose de rigolo. Mais qu'après, quand tu le montres d'une autre façon, notamment, moi, c'est pareil, la scène du tribunal où Monsieur Puddles arrive et dit ouais, je suis traumatisé. Moi, je le trouve ultra triste cette scène. Et c'est juste, ça te fait un genre de chaud-froid ultra vénère où je pense que c'est fait exprès et c'est pour ça que je pense que les 2 fonctionnent. J'aurais simplement dit que je suis d'accord avec toi, mais simplement de le chaud-froid, à mon avis, ce froid plutôt, qui vient après ce premier film qu'on dirait chaud, et bien peut-être il l'a un peu plus dosé vers le bas, encore plus, il l'a rendu encore plus glacial, exprès en réaction. Parce que par exemple, avec l'animation d'intro, peut-être que je me trompe dans l'intention artistique, mais même le fait de mettre quelque chose qui est un dessin animé. Donc c'est dire, en fait, c'est un dessin animé enfantin. Derrière, ça retrace aussi qu'il y a eu un téléfilm sur Joker dans le second, et que tout le monde est fan du Joker qui est dans le téléfilm, mais pas celui qui est vraiment passé à la télé. Et en fait, j'ai l'impression que là, derrière j'aime croire que l'idée de ce téléfilm, par exemple, parle de ce premier film, en fait, que nous avons vu, tu vois, et que nous, en fait, il nous place dans le second. Nous, spectateurs du premier, il nous place justement sur ces fans du téléfilm, et que en fait, on a finalement on n'est pas. Je suis d'accord, il y a une forme très méta là-dessus, c'est vrai. Et d'ailleurs, on peut en reparler du premier film, mais j'aimerais en reparler par rapport juste au personnage d'Harley Quinn. On va en parler juste après. Il y a le Canapé Guy qui aimerait intervenir, je me permets. Très courte stat à sortir. Ah ben je t'en prie. C'est pas une stat, mais on parlait déjà avant de Puddle et du parallèle entre les 2 scènes de Puddle, entre le Joker 1 et le Joker 2. Et je rajoute que j'ai en mémoire une image forte. C'est Puddle qui, dans le deuxième film, témoigne. Et avant de le présenter, on a une sorte de tilt-up de la caméra. Enfin, c'est pas un tilt-up, mais de travelling vers le haut de la caméra. Et on voit qu'il est assis sur les pages jaunes, je crois. Enfin, je sais pas ce qui est l'équivalent américain. Il y avait vraiment un côté où il y a quand même une sorte de dérision. Enfin, tu sais, on rigole quand même du personnage, mais c'est presque du pathétique pour moi. C'est que dans une scène aussi drôle, il est quand même obligé de s'asseoir sur des pages jaunes et on va vraiment le montrer avant de le dévoiler lui. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est pour réagir à quelque chose qui a été dit il y a un peu longtemps.
Mais peut-être qu'au montage, on peut faire de la magie. Tu seras coupé au montage, de toute façon. C'est pas prévu de te garder sur l'émission. J'aimerais recentrer quand même parce que les amis, le temps passe. Alors, il y a quand même un contre-pied dans ce film-là par rapport au premier, très important, qu'on n'a pas tant évoqué que ça. C'est toute la partie musicale. Puisqu'on l'a évoqué au début et il faudrait quand même pas l'oublier. C'est l'une des premières choses que nous avons dit, c'est que les spectateurs ont reproché, une des premières choses qui a été reprochée à ce film, c'est d'être une comédie musicale. On a même certaines personnes qui disent carrément que ça n'a pas lieu d'être, que ça n'a aucun intérêt, que ça n'apporte rien au film. On va en parler plus en détail. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce parti pris du réalisateur, si vous, une idée globale, ensuite on va aller dans les détails, mais est-ce que vous pensez qu'elle est justifiée ? Moi, pour ma part... Pour moi, le côté musical, je pense que c'est plus un effet de mise en scène plus qu'autre chose pour donner un sentiment intérieur à Arthur. C'est comme si, je sais pas, il aurait filmé Arthur dans un... Au lieu de mettre des comédies musicales, il aurait pu le filmer en noir et blanc. Enfin, pour moi, c'est plus un effet de mise en scène pour pour représenter l'intériorité d'Arthur. Okay. Un effet de mise en scène comme il aurait pu en avoir d'autres. Ouais, voilà, okay. Tu vois. Je pense pas que le film est en vérité une comédie musicale parce que en fait, c'est un film musical. Il y a des moments musicaux, mais en réalité, c'est pas une vraie comédie musicale. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé les chansons très bien. Il y a beaucoup de chansons que j'ai beaucoup aimées. Cependant, les scènes musicales, elles sont pas si impressionnantes que ça. Moi, je trouve que c'est pas si dansé que ça. C'est beaucoup chanté. Mais en réalité, il n'y a pas de danse. Dans les comédies musicales, il y a beaucoup de la danse, des super belles chorégraphies, notamment si vous connaissez les films de Busby Berkeley, qui est un grand réalisateur des années 50 de comédie musicale, à creuser. Qui faisait des dingueries en termes de chorégraphie. Mais là, je veux dire, c'est très léger, c'est surtout chanté. Et il y a peut-être en vrai, après je dis c'est de la mise en scène, mais il y a aussi peut-être un effet de com par rapport à Lady Gaga, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça reste, pour rapidement résumer, pour moi ça reste justifié parce que ça donne en fait, ça représente le fantasme qu'Arthur se fait. Ça représente l'intériorité d'Arthur et le fantasme de la relation qu'il a avec Lady Gaga. En fait, ces moments musicaux, pour moi, je me rappelle, c'était les seuls moments où je me disais. Ça fait un peu du bien parce qu'on respire un peu au-delà de cette noirceur que représente le film, et je les trouve quand même très courts parce que quand ça, il y en a beaucoup mais ils sont courts. Voilà. Avant de passer la parole à Thomas, j'aimerais simplement rappeler justement que dans ce film, donc ce film a engendré quand même 3 albums différents, dont un de Il dure, alors c'est un nom islandais, excusez-moi, Guana Todir, un de Lady Gaga et un ensuite qui reprend plusieurs musiques. Donc il y a quand même le côté musical est extrêmement présent. On va aller dans les détails puisque tu as cité plusieurs choses très intéressantes. Thomas, ton avis sur cette justification de la musique ? Pour moi, nécessaire. Simplement nécessaire parce que en premier lieu, déjà, je m'étais posé cette question, je me suis dit oui, en fait, ça rentre parfaitement dans l'aspect folie. Le fait de chanter, danser au milieu de personnes qui ne sont pas du tout dedans, justement, il n'y a pas de chorégraphie. Et en fait, il y a un aspect folie qui s'en dégage. Et secondement, je trouve que c'est la meilleure façon qui aurait pu être de représenter son monde intérieur. Représenter dans le 1 ce qu'on voyait de façon partielle, mais que, par exemple, toutes ces scènes qu'il vivait par exemple avec sa voisine, où il disait qu'il avait une relation avec sa voisine et au final en fait ils sont croisés 2 fois quoi. Et en fait justement le fait de le mettre en comédie musicale, en fait je trouve que c'est la meilleure façon de le comprendre en fait. C'est la meilleure façon de comprendre comment lui le voit. C'est quelque chose de très émotionnel, très intérieur. Il est totalement en décalage avec le monde et carrément c'est ce qu'on voit. On s'attendait pas à voir un Joker danser et faire des petits pas. Bah, évidemment, parce qu'en fait, ça, c'est lui à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, on était vraiment en immersion avec du coup, le Joker, mais là, on est beaucoup plus comme avec Arthur Fleck, avec ce côté-là. C'est-à-dire, on est vraiment avec l'enfant qui était traumatisé par ses parents, par sa mère. Par sa vie. Partout. En fait, traumatisé, et qui, dès l'âge de 7 ans, pour pas se suicider finalement, en fait se créer un monde où il se dit en fait je vais faire rire les gens, je vais divertir les gens, je vais être en fait, et c'est ça qui en fait c'est son monde, c'est son show, c'est son spectacle, c'est sa comédie musicale. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui
dans le film, il est encore D'expliquer. présent. C'est aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi une question de comprendre en fait les attentes du public, en particulier concernant les musiques, en tout cas les musiques que le public aurait aimé entendre. Et à ce niveau-là, on peut citer... C'est très rapide, mais par rapport au fait que tu disais que Thomas disait que c'était un peu le fantasme aussi d'Arthur, les côtés musical, je trouve aussi que je pense que c'est une représentation du fantasme du public sur le Joker, parce qu'en fait dans tous les moments musicaux, Harley Quinn et Arthur et le Joker. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi et même dans la DA, moi il y a des scènes musicales qui me faisaient un peu penser à ceux qui ont joué à Batman Arkham, toute la série Arkham City, si vous les avez pas fait, faites-les. Mais Arkham Knight, il y a une scène un peu chantée comme ça avec le Joker, et ça me faisait penser à ça. Enfin oui, en fait c'est vrai que c'est une bonne représentation du truc de la folie, et je pense aussi peut-être du fantasme que les gens se font. Alors du coup, voilà. c'est l'inverse. Attends, juste après, c'est un peu l'inverse du coup de ce qu'on allait dire, que les gens en fait, pour toi, puisque les gens attendaient de voir le Joker dans la comédie musicale, pour toi, dans les séquences musicales, le public aurait dû s'y retrouver, aurait dû trouver une Ouais, je pense, mais je pense que vu que le reste est tellement fort qu'ils ont été déçus. D'accord, en ok. fait, le Parce reste... que beaucoup de public a justement reproché le côté musical, justement. Ouais, mais finalement, en fait, c'est que dans ces moments fantasmés où on le voit vraiment habillé en Joker, avec Harley Quinn, sûr de lui. Ouais. Et je suis désolé, il y a même une scène où on le voit exploser le crâne du juge avec un gros marteau. Enfin, c'est vraiment très cartoonesque. Ça, c'est vraiment Gotham City, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est aussi le fantasme de Arthur Fleck envers le personnage du Joker. Enfin, c'est Aucun respect. genre. Ouais. Ok, ouais. bon, on m'a pas donné la parole. Ok, my bad, je lève les mains. Non, bien sûr, mais je sens que ça pose beaucoup de questions. Je me permets juste parce que sinon, en fait, après, je réagis. Ouais. Mais comme c'est 10 minutes plus tard, c'est complexe. parler. Peut-être qu'un jour tu seras à notre table. Non, en plus, je réponds avec un tacle. Donc pour l'audimat, tout le monde est très content. Vraiment, on s'y retrouve. Je réagis à ce que disait Tom sur le fait que dans les moments de comédie musicale, on a le Joker fantasmé que le public rêve de voir. Oui. Moi, je dirais qu'au contraire, on a le monde imaginaire d'Arthur qu'on annonce depuis des années. Je suis d'accord. Au contraire, je pense par exemple au moment où il danse avec Harley Quinn et qu'elle lui tire dessus. Et que lui, il n'est plus Joker à ce moment-là. Il comprend pas ce qui se passe. C'est redevenu Arthur. Ouais. Et en fait, pour moi, la comédie musicale, elle permet de comprendre l'intention du réel, de montrer que le Joker n'est pas Arthur. Et qu'en fait, lui, il fantasme. En fait, tuer tout le monde, c'est un fantasme. Mais il le fait pas, normalement. Quand il a franchi la barrière, malheureusement, avec tout ce qui s'est accumulé, et c'est d'ailleurs pour ça que le 1, on l'aime bien, et c'est un peu un exutoire pour tout le monde, mais dans le 2, on montre que c'est un fantasme, il a envie de tuer le juge, mais il va pas le faire. Il se déguise en Joker, mais il tue personne. Et quand il est en Joker, Harley Quinn, elle le trahit. Même la toute première fois où il y a la musique, je crois, c'est quand il est dans la prison, il est Arthur. Mémoire, peut-être. Effectivement. Non, effectivement. Oui, mais je pense que. Non, mais t'as raison. Mais enfin, moi, je disais pas pour contredire le fait que c'est juste pour moi un mélange des deux. C'est que c'est dans ces seuls moments-là où on voit vraiment le Joker faire des choses. Comme j'ai dit, quand il tue le juge. Totalement. Moi, tu sais, t'es en mode droit. C'est vraiment le Joker. Là, c'est le Joker, c'est stylé. Le Joker. Et je pense je pense qu'effectivement, ça représente aussi un peu le fantasme d'Arthur. Du public, peut-être un peu moins du public. Alors justement, j'aimerais revenir sur les attentes du public par rapport à cette musique-là. Donc Todd Phillips, le réalisateur... D'ailleurs, on va parler des musiques du film en elle-même. On va parler. Okay. Alors, Todd Phillips, le réalisateur, nous dit que les gens n'étaient pas contents, donc il le dit très clairement, les gens n'étaient pas contents quand ils ont appris qu'il s'agirait d'une comédie musicale. Mais la chose étrange quand on pense à la partie musicale, c'est que la plupart du temps, quand on va voir une comédie musicale, on ressort plus heureux de la séance que lorsqu'on est rentré. Et cette fois-ci, je me demande si les gens ressortiront vraiment plus heureux. Alors je ne voudrais pas que le public se fasse une fausse idée de cette spécificité. Donc là, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur aussi, c'est pour ça que je voudrais un peu prendre le contre-pied de ce que tu venais de dire sur la partie musicale. Même dans la partie musicale, j'ai un peu l'impression que le public a senti que cette spécificité-là, même qui était dans la promotion entière du film, n'était pas au rendez-vous, d'une certaine manière. En fait, pour moi, c'était au rendez-vous. C'est juste que c'est pas ce à quoi les gens s'attendaient. C'est que là, pour le coup, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que ça... je sais pas, que justement, en fait, que le Joker il soit le Joker, et en plus, qu'il y ait certaines actions qu'il fasse en mode comédie musicale. Mais en fait, non. En fait, c'est la comédie musicale, elle est juste dans sa tête. Et elle est pas... Enfin, c'est le fantasme du Joker. En fait, le fantasme du Joker, finalement, d'un certain sens, ce que tu as dit, Thomas, en vrai,
l'image qu'on a voulu les spectateurs voulaient du Joker, on le retrouve là-dedans. Et c'est aussi celle que Arthur Fleck aime dans le Joker. C'est la place qu'il a en fait. Et finalement, on lui a donné que cette place-là. Et c'est pour ça qu'il prend cette place aussi dans sa tête. Parce que sinon, il est obligé d'être Arthur Fleck. Et être Arthur Fleck, c'est une souffrance. Ouais, c'est ça. Et Le canapé guy. Très court. Pour moi, dans le film, on lui donne 2 places. Et les deux ne lui vont pas. Parce qu'on a vraiment le camp des gens qui le qualifient de Joker. Et on a le camp qui le qualifie de fou. Et qui n'est pas responsable de ce qu'il est. mais qui est très peu. Et en fait, c'est aussi une manière de le relier. C'est très violent de dire il sait pas ce qu'il fait, il comprend pas, il est handicapé en fait. Il s'est pris des coups dans la tête quand il était petit. Défendons-le, ne l'écoutons pas. C'est-à-dire la place de l'avocate qui parle à sa place. Et du coup, il essaie de s'affirmer en la virant. Pour moi, c'est comme ça un peu que j'ai perçu. Il s'est dit ok, je vais prendre ma place moi-même. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on lui offrait, c'était celle du Joker. Il a essayé de le faire. Il s'est pris un bon schlass dans le ventre. Voilà. Pour revenir à ce qu'on disait depuis le début, tu veux dire quelque chose, Tom? Qu'en gros, moi je trouve que le côté musical était au rendez-vous et je pense effectivement, de toute façon ça va être très rapide, que effectivement les gens s'attendaient à voir le Joker. En fait, moi quand j'ai vu la bande-annonce par exemple, on va en parler de la bande-annonce. Voilà, je l'ai trouvé très bonne, mais en gros c'est vrai que dans la bande-annonce, ce que le film vend un peu, c'est le Joker. Qui va faire sombrer Harley Quinn avec lui, et en fait ça va être la folie. Là ça va vraiment être la folie à deux, et ils vont faire des dingueries à deux, et il y aura des moments musicaux qui vont représenter vraiment leur explosivité de folie. Alors que c'est pas ça. Y a-t-il aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un renouveau même musical entre le premier Joker et Folie à deux, puisque je vous rappelle qu'on retrouve certaines musiques dans le 1 et le 2, Slap That Bass, on retrouve That's Life de Sinatra. Donc j'ai l'impression quand même que même musicalement, alors que le public beaucoup de fois a rejeté justement ce parti pris musical, alors que j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande continuité. Je ne sais pas ce que vous en pensez entre le premier et le deuxième en termes de grain musical, dans le style des musiques, même des reprises, pas tant de prise de risque que ça finalement. À ce niveau-là. Je peux, comme ça je finis sur la musique et après on n'en parle plus. Non, en fait, moi, la musique, je la mettrais comme un point négatif et un point positif à la fois, parce que du coup, c'est la compositrice, elle s'appelle c'est Hildur Guðnadóttir. Qui est incroyable, c'est vraiment pour moi, c'est une. On va en parler, il y aura elle est hyper forte, elle a fait les musiques de Tchernobyl aussi, et de Joker 1, elle est vraiment ouf, et je crois que c'est une Suédoise. Elle est islandaise, voilà, bon, c'est pareil, c'est dans le Nord. Et en gros, ce que je voulais dire, c'est que moi, c'était un point négatif et positif du film, c'est qu'en fait, je trouve malheureusement que les thèmes du premier sont beaucoup trop réutilisés. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Mais en même temps, ils sont vraiment ultra efficaces parce que en fait, la musique participe vraiment à la lourdeur du film. Tu sens que le film est très pesant, lourd, grâce à la musique aussi. Mais c'est dommage parce que je trouve que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de films, de musiques qui ont été recomposées. En fait, je vois pas de distinction réelle entre le 1 et le 2. Et je trouve que ça perd l'identité un peu du 2, où en fait, si ça aurait été vraiment des compositions renouvelées, vraiment, je trouve que ça aurait donné plus une identité au 2. Après, comme j'ai dit avant, le 1 et le 2 marchent vraiment bien ensemble, donc c'est vraiment la continuité. Mais moi, j'aurais préféré, je pense, une composition un peu plus différente que celle du 1. Mais par contre, dans les passages musicaux, notamment avec That's Life, machin et tout, ça, je trouve que c'est bien d'avoir utilisé, mais je parle vraiment vraiment seulement musical où il n'y a pas de chant, etc. Je trouve que c'est dommage. J'ai quand même l'impression que c'est aussi l'intention. C'est de montrer que c'est tout comme le premier, en fait, justement ce parallélisme qui est gardé depuis le début. Pour moi, j'ai l'impression que c'est intentionnel. De reprendre pour montrer que regarde, il n'y a pas de différence, c'est pas un film unique. C'est qu'en fait, comme tu dis, que c'est à un certain point une sorte de continuité. En fait, j'ai l'impression que c'est là où ça dresse le parallèle. Enfin, ça aide à se dire, attends, on est dans le même, en fait, on est dans le même univers. On va parler de cet univers. C'est pour ça que je dis que c'est un point positif comme négatif. Voilà. Ma préférence personnelle, je sais pas vous, c'était la reprise de Ne me quitte pas. De Jacques Brel qui est extraordinaire, If You Go Away. Donc il y a quand même des très belles musiques pour ceux qui ont totalement rejeté cette spécificité-là du film. J'aimerais reparler rapidement de l'univers d'ici. Alors, il me semble que Tom, tu t'y connais, t'es la personne ici qui s'y connaît le mieux. T'as lu quelques comics. Fraude, hein. J'en ai lu quelques-uns, mais quelques comics. Donc, voilà, on a quand même
une personne qui s'y connaît un peu pour qu'on n'aille pas dans des délires sans connaître le sujet. Alors, une information intéressante, c'est qu'il s'agit du premier film DC Comics à avoir une nouvelle bannière. Donc pour les spécialistes dans la question, ça va peut-être vous intéresser. DC Elseworlds. Elseworlds. Ce terme a été créé en 1991 par DC pour désigner les histoires hors canon qui se déroulent dans des réalités alternatives. Donc, j'ai appris que dans la production de ce film, on a été véritablement... en fait, le réalisateur a une grande liberté et il n'a eu aucun compte à rendre, ou quasiment aucun, d'après les différentes sources qu'on citera d'ailleurs en dessous dans les différents canaux de diffusion. Qu'en fait, justement, DC n'avait pas vraiment son mot à dire. Et c'est ainsi lié au fait qu'ils ont décidé de lui donner une spécificité, de lui donner une bannière différente de tous les autres films DC. Par exemple, Tom, tu parlais du personnage d'Harley Quinn, qui dans ce film s'appelle Lee Kinzel. J'ai fait mes recherches et je n'ai trouvé nulle part le nom de Lee Kinzel qui a été repris. Donc apparemment, par exemple, ce prénom a été créé spécifiquement pour ce film. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce rapport à DC ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous trouvez surtout qu'il s'est encore plus éloigné que par rapport au premier Joker, ou est-ce que c'est exactement la même chose et que c'est une continuité dans cet univers-là ? Alors d'abord, je dirais que c'est très très bien. Moi, j'aime bien aussi le fait que le réalisateur puisse s'approprier un univers, revisiter. Bon, on voit que les plusieurs Batman qui sont succédés, les réalisateurs prennent en fait ce personnage et en font un peu à leur sauce. Et en fait, j'aime bien ça. J'aime bien revoir un même personnage revu par un nouvel artiste. Donc déjà sur ce point-là, c'est simplement de mes propres goûts, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut utiliser un même personnage pour raconter différentes histoires, différentes sensibilités. Donc voilà, moi je dirais que c'est une bonne chose. Alors je sais pas, le reste de ta question c'était c'était de savoir est-ce que ça s'est tant éloigné de l'univers d'ici par rapport au premier, qui déjà, ça ressortait beaucoup dans les critiques à ce moment-là, que c'était déjà un film qui avait un rapport très différent par rapport aux autres films Batman qui ont été faits notamment, ou sur le Joker, avec l'univers d'ici. Est-ce qu'il va encore plus loin ? Ou est-ce que c'est dans la continuité du premier ? Tu veux que je réponde ? Ouais, vas-y. Alors pour moi, je trouve qu'il va pas plus loin que le premier. Je trouve que ça reste assez similaire parce que en fait, il fait des références dans le 1 il y a des personnages qui sont là, notamment Bruce Wayne, enfant, tout simplement. Et ça, je pense que c'est le plus gros penchant, même avec son père, Thomas Wayne. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'on dans aucun film, alors je parle vraiment des films là et peut-être même des jeux vidéo parce que les comics je connais moins bien, mais c'est très rare de voir, on n'a jamais vu en fait les parents de Bruce Wayne vraiment en tant que personnage à part entière. Là, le Thomas Wayne il prend plus de place que son fils. Et en même temps, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait dans le 1 il y a quand même un parallèle entre la naissance de Batman et du Joker, mais qui en fait n'est pas réellement pour moi la naissance du Joker quand tu vois le 2. À la fin, je sais pas si vous vous souvenez, mais du Joker 1, il y a Arthur qui est sur la voiture et qui danse, etc. Et en même temps, en parallèle, il y a un montage parallèle avec les parents de Bruce Wayne. Oui. Scène typique il sort du théâtre, la fameuse scène, le collier qui est tiré, etc. et qui se font tuer. Donc en fait, tu as un parallèle entre naissance de Batman et de Joker, du Joker. Et en fait, maintenant, avec du recul, je vois plus ça comme la naissance de Batman a été créée en fait, c'est la ville qui a créé Batman. C'est pas tant le Joker. En fait, lui, c'est parce que Arthur, tout le long du film, il subit des choses qui sont déjà en place et en fait, malgré lui, il crée un mouvement. Donc, en réalité, c'est malgré lui qui crée Batman. Donc, encore une fois, on parle du symbole du Joker. Et en fait, le Joker, c'est quoi ? C'est le chaos et le mal de Gotham City. Et du coup, c'est fait subtilement et c'est pas fait non plus de manière frontale comme dans les autres films qui ont pu être traités de DC dans l'univers de Batman. Et du coup, pour le 2, tout y est, je trouve aussi, parce que par exemple, le personnage d'Harley Quinn, qui est pour moi
le plus présent de l'univers de DC dans le 2, en fait, en réalité, elle se rapproche énormément du personnage d'Harley Quinn qu'il y a dans l'univers général de DC Comics, notamment dans les films ou même dans les jeux. En fait, c'est qui Harley Quinn? C'est une psychologue ou une psychiatre, je crois, la plupart du temps, qui a comme patient le Joker et qui finit par tomber amoureuse de son propre patient et qui tombe dans la folie avec lui. Et en réalité, dans le film Joker Folie à 2, je sais plus son nom, c'est Lee Kinsale. Voilà. Mais pareil, je crois que son vrai nom, Harley Quinn, c'est Kinsale, mais je crois qu'elle a un autre prénom. Je sais plus son nom. Je l'ai pas noté. Mais je crois qu'il y a Kinsale, un truc comme ça, mais bref, peu importe. Mais dans Joker Folie à 2, en fait, c'est la même chose. Au début, on croit que c'est une patiente. Mais en fait, on se rend compte que c'est une personne qui a des parents mais en fait, on se doute qu'en fait, c'est une psychologue qui a quand même un petit grain de folie, qui se fait interner elle-même pour pouvoir, on le comprend, interviewer, se rapprocher du Joker. Voilà. Et en fait, je sais pas si, en fait, moi, je pense qu'il y a eu un gros parallèle. En fait, du coup, on a les éléments. Je veux dire, c'est une psychologue qui tombe amoureux du Joker, mais pas d'Arthur Fleck. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a cette rupture. Mais je vais revenir juste dessus après. Parce de toute façon, c'est ce dont je voulais justement qu'on parle, c'est de ce personnage aussi d'Harley Quinn et de sa perception par rapport au public. Si tu veux, je dis ça vite fait. On va en reparler, mais en gros, oui, je trouve que le personnage d'Harley Quinn dans Folie à 2 se rapproche quand même du personnage de DC Comics. C'est juste revisité, comme Thomas a dit. Et moi, je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir une revisite et aussi un réalisateur qui s'approprie ce personnage différemment. Et il faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, le procureur dans le tribunal, c'est double face en fait. C'est ah oui, j'avais vu ça. Harvey Dent. Ouais. C'est Harvey Dent. Alors c'est juste le nom mais le personnage est là. Ouais. Il est là, mais il y a pas de revisite par rapport à lui parce que tout est centré sur Arthur, etc. Mais il y a on sent quand même que c'est ancré dans l'univers d'ici. C'est juste que en fait, pour moi, Joker Folie à 2, même Joker 1, c'est l'univers d'ici, mais dans un monde réel. Je vais donner la parole à Thomas, mais simplement pour résumer ce que tu viens de dire. Effectivement, il faut rappeler à nos auditeurs, donc, le personnage d'Harley Quinn, en fait, est amoureuse du Joker, mais elle n'est pas amoureuse du personnage d'Arthur Fleck. Et d'après Tom, justement, cette idée-là, en fait, elle est totalement cohérente dans le film, et par conséquent, ça fait sens, tout simplement, et on est bien dans un univers d'ici, à ce niveau-là. Thomas, peut-être tu voudrais rebondir sur tout ça. En fait, je suis d'accord avec tes arguments, mais j'aurais quand même dit qu'il y a quand même cette impression d'éloignement sur le second volet, pour une raison. C'est là où dans le premier, il y avait Thomas Wayne, il y avait Bruce Wayne. En fait, ces personnages-là n'ont jamais été présentés comme différents que dans l'univers d'ici. À part si je me trompe, tu me dis. Mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas, en fait. Il y a des parallèles, comme vous avez dit, devant le théâtre, des choses, en fait, des choses qu'on retrouve dans l'univers d'ici, mais qui n'en est pas si éloigné. Il y a comme des clins d'œil, en fait, à ça. Là où j'ai l'impression, dans le second, vu que c'est des personnages qui vont vraiment intervenir, mais de façon... par exemple, Harvey Dent, qui est littéralement... comment on appelle ce rôle Procureur, je crois. Procureur. Eh bien, là, il a utilisé ces personnages-là, ces noms, peut-être leur fonction. Je ne sais pas si leur fonction scénaristique dans les comics de base, dans l'histoire de base, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression quand même que là, cette fois-ci, il a touché à des personnages qui sont très populaires en fait chez DC, et il les a utilisés, mais il les a changés, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il s'éloignait plus, mais en fait c'est un peu dans la continuité. Mais pas tant que ça, hein. Je veux dire, Harvey Dent à la base c'est un procureur, c'est juste qu'il n'est pas en double face là, il est encore Harvey Dent, et dans le 1 et dans le 1 c'est centré sur Bruce Wayne et Thomas Wayne, les personnages les plus, et alors que dans le 2 c'est Harley Quinn. Et après, il y a bien sûr, il y a des petits personnages, peut-être comme Harvey Dent. Franchement, on entend, je crois, une fois son prénom. Et c'est tout. Mais je pense pas que. J'ai l'impression que c'est assez équivalent. Oui, mais j'ai l'impression qu'on a plus l'impression. C'est pour ça, c'est pas, pour moi, c'est pas véridique. Non, mais t'as raison. Plus l'impression. Par exemple, même avec Harley Quinn, on a plus l'impression qu'il joue avec ses rôles, qu'il touche à des structures un peu que les personnes aiment bien. Et elle la joue à sa sauce, et peut-être que les gens aussi n'ont pas apprécié ça. Là où j'ai l'impression que les personnages étaient de la licence Batman ont été plus laissés dans le premier comme ils étaient de base. Juste pour finir là-dessus très rapidement, désolé parce que je sais pas si on va continuer à parler de Harley Quinn, mais je voulais juste finir là-dessus. C'est que aussi il faut pas, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est ce côté, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a le téléfilm. Il y a en fait un téléfilm qui a été fait sur le Joker, et
et qui est du coup, oui, peut-être une parabole par rapport au film du 1 et cette représentation que nous, le public, on a eu par rapport à ce film. Et en fait, j'ai trouvé aussi que il y a ce parallèle du personnage d'Harley Quinn qui est fan de ce film et en fait il y a des gens qui sont fans de tueurs en série. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu aussi peut-être cette critique, si je peux dire comme ça, ou ce doigt qui est mis dessus par Todd Phillips. En fait, des gens et même des séries qui ont été faites là ces dernières années sur Netflix, pas sur des vrais tueurs en série. Et un peu ce truc malsain que le public a par rapport aux médias fictionnels, en fait, d'aimer des choses qui ont réellement été vraies. Mais en fait, la fiction fait oublier que ça s'est vraiment passé. Et il y a aussi des gens, je sais qu'il y a des femmes qui idolâtrent des tueurs en série, qui leur envoient des lettres, etc. Et j'ai l'impression que ce personnage Harley Quinn ressemble un peu à ça. C'était ce que je disais sur la critique, qui disait que c'était le Charles Manson fan service. C'était la même chose en fait. On faisait un fan service d'un tueur en série. Et que voilà, c'est ça. Et que du coup... Et que du coup, ce que je trouve intéressant avec le personnage d'Harley Quinn, c'est effectivement qu'en fait, elle tombe vraiment amoureuse du... Comme dans les DC, c'est vraiment ça. Elle est amoureuse du Joker, elle n'est pas amoureuse d'Arthur Fleck. Et en fait, la question du film, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'est pas le Joker et c'est Arthur Fleck. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une rupture entre les deux, c'est qu'elle n'en a rien à foutre d'Arthur Fleck. D'ailleurs, c'est le cas pour la série. C'est une série, il me semble, une série Netflix sur Jeffrey Dahmer. Ouais. Où j'ai l'impression que ça avait fait... les gens commençaient à s'habiller. Ça avait fait débat parce que effectivement il y avait j'ai l'impression qu'il y a un truc qui et je trouve c'est cool, je trouve le film est cool là-dessus quoi. Joker Folie à deux, c'est qu'il rappelle des choses qu'ont peut-être les gens ont tendance à oublier. Les amis, le temps passe, on va passer à la dernière partie. Déjà pour faire un bilan sur le film, j'aimerais vous citer 2 critiques. Moi attends, juste parce qu'on n'a pas parlé des points négatifs du film et il y en a et j'aimerais en parler, je sais pas si c'est beau programme. Des points négatifs. Parce que j'ai certes aimé le film. Il va falloir travailler le programme là, James. Mais ça dépend, c'est sur quelle thématique surtout scénaristique, moi. Ok. Bon, on fait un aparté scénaristique, les amis, et ensuite le bilan, comme on ça, va faire tout le monde sera content. On va faire un aparté point négatif du film parce que voilà. Très rapide. En fait, alors pour résumer, moi j'ai aimé, en fait, quand je suis sorti de la salle, je suis allé le voir avec James au cinéma. Et en fait, quand je suis sorti de la salle, j'ai pas compris ce que je venais de voir. C'est un peu ce sentiment de tu sais pas quoi trop en penser. Je sais pas que j'avais pas aimé, mais je sais pas si j'avais aimé. Parce qu'en vrai, le film a vraiment malmené tout du long. C'est quand même un film dur à regarder. Et il m'a fallu quand même une nuit pour digérer tout ça et me rendre compte que le lendemain, voilà, le film, il m'avait quand même bien touché et que j'avais quand même aimé. Grosso modo, j'avais aimé. Et que je trouvais le film très intéressant. J'ai peut-être préféré le 1, mais je trouve le 2 peut-être plus intéressant dans ce qu'il veut dire. Je trouve plus puissant dans ce qu'il veut dire et plus dur. Mais en fait, je trouve que le film on ressent des longueurs à des moments et je vais dire pourquoi, ça va être très rapide. Hein. Je trouve que le film manque beaucoup d'enjeux tout du long. En fait, c'est que on sait qu'il va y avoir le procès, on sait qu'il pose ces questions de est-ce qu'il y a un joker, pas de joker, etc. Et en fait, ça crée un manque d'enjeu et je pense que ça crée aussi une longueur dans le scénario dû à ce manque d'enjeu et aussi un manque de motivation de personnage parce qu'en fait, finalement, vu que Arthur, comme dans le 1, subit, mais là, il subit seulement, du coup, on a un manque de motivation d'Arthur Fleck. Et du coup, on est constamment, en fait c'est comme si on vivait avec lui, quoi. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ouais, il y a des longueurs qui se créent à cause de ça, et aussi un manque de nœuds dramatiques, je trouve. Voilà, moi je trouve que c'est ce qui a créé, je pense, peut-être les points négatifs du film. En tout cas pour moi, c'est qu'il y a des longueurs qui se créent par ce manque d'enjeu, ce manque de motivation de personnages. Voilà, grosso modo. Surtout au niveau scénaristique. Est-ce que c'est pas volontaire finalement? C'est ça la vraie question. Peut-être, mais moi je pense que ça procure cette sensation. Justement, est-ce que c'est pas justement ce contre-pied qu'il a voulu prendre en utilisant justement peut-être, mais le 1 faisait la même chose et pourtant on a ressenti aussi des bons sentiments qui voulaient dire. On n'est pas dans la même. Moi j'ai l'impression dans le premier en tout cas. Tu me dis si tu es d'accord ou pas. J'ai l'impression dans le premier on est beaucoup plus en immersion avec le personnage là où on est forcé dans le second à être plutôt dans une position de spectateur privilégié. Moi justement, c'est le contraire. J'ai l'impression dans le 2, j'ai vu ta main, Louis. Il va intervenir. Non, mais dans le 2, en fait, moi, justement, c'est là aussi où le film est fort, c'est qu'en fait, c'est pour ça que j'ai dit que tu as l'impression de passer 48 ans en garde à vue, c'est que tu es enfermé tout le temps avec Arthur.
Et c'est pour ça les gens disent ouais, il y a un manque de développement avec Harley Quinn, tout ça, mais en fait, t'es constamment avec Arthur, enfermé. Et moi, je sais qu'il y a une scène qui m'a fait du bien, c'est quand le putain de tribunal explose et qu'il sort dehors. Et j'avais l'impression de respirer. Parce que c'est très rare qu'on soit dehors. Et il faisait un peu plus, il faisait lumineux, il faisait jour, alors que le film est tout le temps sombre, t'es tout le temps en train de subir avec lui. J'ai l'impression en fait, t'es le co-détenu d'Arthur Fleck. Je suis d'accord. C'est pour ça que je disais, comme un spectateur privilégié, genre on est là, on vit la même chose que lui, mais on n'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire, non, on n'est pas lui, mais tu subis ce qu'il subit. Dans le premier, j'ai l'impression vraiment que on est engagé dans le personnage, là où on vit la même chose que lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, moi, je ressens la même chose, c'est que j'aurais mis une petite distance en plus dans l'engagement émotionnel, qu'on a dans le second. Okay. Là où j'ai l'impression c'est plus difficile de s'engager émotionnellement. Et je sais que derrière moi, le couch guy veut parler. Alors, mais je coupe parce que notre chef opérateur national veut prendre la parole. Tu as dit un truc super intéressant, Tom, sur le fait qu'on est coincé avec Arthur et qu'il y a des manques d'enjeux. En fait, je dirais que ce qui est frustrant, c'est qu'on retrouve le même Arthur qu'au début du 1, qui a les mêmes problèmes. Et dans n'importe quelle saga, normalement, le héros accomplit quelque chose et remporte quelque chose à la fin. Ce qui était un peu le cas dans le Joker 1, où il s'émancipe avec sa nouvelle identité. Et là, au lieu de composer avec et d'avoir un nouvel obstacle, il retourne au début. En fait, on a l'impression de rembobiner et de revoir le même film. Alors pourtant, on avait trouvé une solution, mais cette fois, elle marche plus. Alors d'un point de vue purement scénaristique et philosophique, c'est très bien. Mais d'un point de vue spectateur, qui vient avec sa canette de coca et de popcorn, moi je suis ce spectateur. Important de le préciser. Ça me saoule un peu en fait. C'est frustrant. C'est frustrant. Je suis frustré parce que je me dis putain, en fait le problème on l'a résolu et on retombe dessus. En fait, c'est ce qui crée ce sentiment de longueur, je pense. Que j'ai ressenti moi dans le film à des moments. Exactement. Et qui pour moi qui est pour moi un des points négatifs. En fait, pour moi, il y a vraiment que ça. Hein. Sinon, encore une fois, j'ai l'impression que c'est volontaire. Mais même si c'est volontaire, pour moi, c'est un point. Moi non plus. Je le dis quand même. Moi non plus, je dis juste que pour moi, c'est le point noir du film. Parce que même si c'est volontaire, c'est vrai que c'est dur à encaisser et c'est dur en tant que spectacle, filmique. Juste, ça crée ce sentiment de longueur. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça fait mieux passer, le propos. Peut-être, mais clairement, peut-être. Mais du coup, c'est moins agréable. Mais je pense qu'il aurait pu faire un peu différemment et ça aurait. En fait, bref. En fait, moi, je suis plus de la team. Est-ce que si on s'ouvrait, est-ce qu'il n'y avait pas eu d'autres solutions pour faire passer le message ? Ouais. Qui en plus nous aurait fait plaisir. C'est peut-être pour ça qu'il y a des films qui sont des classiques, pas d'autres. Mais c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un. Non mais la forme et le fond. Mais c'est pour ça. Je sais que James il veut qu'on continue, mais c'est juste pour finir. C'est pour ça que je pense aussi que c'est un film à expérience plus qu'un. Voilà, c'est comme les films de Gaspard Noé, je trouve. Tu vas pour l'expérience. Quand tu regardes Irréversible, t'as pas trop envie de le regarder à nouveau le lendemain. Ou en famille ou avec des potes pour rigoler, mais voilà, c'est un film qui te fait ressentir des choses et c'est pour ça que je le trouve grave bien et intéressant et voilà. À ce niveau-là, on va citer des critiques publiées sur un site que nous aimons tous ici, Sens Critique. Une critique de Sgt Pepper qui nous dit qu'il s'agit d'un dérapage contrôlé, en somme, un pied de nez assez violent au public qui renverrait à la provocation de Fleck face au public qui, à l'origine, ne riait pas à ces blagues. Un ratage comme on les aime, en forme de déclaration d'indépendance, et qui semble se réjouir de ce que dit sa singularité par les cris de haine qu'il renvoie à l'audience. Comme si, d'une certaine manière, le réalisateur avait souhaité provoquer son public, il avait souhaité faire un contre-pied. Là, c'est un peu le bilan de tout ce qu'on vient de dire, mais voilà, c'est pour revenir sur certains points. Je vous cite une autre critique que j'ai beaucoup appréciée de Behind the Mask, toujours sur Sens Critique, qui nous dit « Avec ses questionnements méta à l'esprit, Joker, Folie à 2 pourrait bien acquérir avec le temps. » Alors, lui, il est très confiant à ce niveau-là, et ça me fait rire parce que c'est l'une des premières choses que tu m'avais dit quand on était sortis de la salle de cinéma, on l'a vu ensemble, que Folie à 2 pourrait acquérir avec le temps une dimension supplémentaire fascinante dans ses non-dits, dans ses sous-entendus et le rapport amour-haine entretenu tant avec son opus original que par un public qui, au regard des premiers retours assassins, le rejette en bloc. Donc, Behind the Mask est assez confiant en disant que ce film pourrait, alors peut-être pas devenir un classique, mais en tout cas qu'il pourrait rester en mémoire auprès de certains spectateurs, mais dans le temps finalement, sur le long terme. Moi, comme je t'avais dit, je t'en avais parlé et j'aime pas dire ça parce que j'aime pas faire des pronos là-dessus, mais c'est vrai que j'ai le sentiment quand même avec ce film que c'est un film qui ressortira dans la cinéphilie et peut-être même dans les études cinématographiques dans quelques années, peut-être même 20 ans, 30 ans. Je pense que c'est un film qui ressortira un jour.
Voilà. Je pense qu'il va pas tomber dans l'oubli. Ouais. Voilà. Je suis d'accord parce que, quand même, ce que je disais, c'est pas tant un flop dans l'indifférence. C'est plutôt. Les gens sont déçus, mais vraiment, ça les a touchés. Ça les a touchés Ils sont énormément, ouais. énervés. Et c'est pas juste de l'indifférence. Et c'est là où un film, pour moi, qui ne marche pas, c'est un film où on en sort indifférent. Bon, bah, On l'oublie. Voilà, Je on pense qu'on est l'oublie. tous d'accord. Celui-là, on va ça. pas l'oublier. Un mauvais Genre, film, on l'oublie. Genre Star Wars 8. Et voilà, c'est pour ça. On veut pas créer de débat parallèle, mais alors il y a une chose quand même que je trouvais étrange, c'est j'ai regardé quand même une bonne 50aine de critiques que j'ai lues, et très intéressant. Je me suis rendu compte que quasiment tout le monde était d'accord, et pourtant pour à peu près les mêmes arguments avancés, il y avait des personnes qui mettaient des 10 sur 10 et d'autres qui mettaient des 1 sur 10. Comme quoi j'avais un peu l'impression que les personnes qui adoraient ce film l'adoraient exactement pour la même raison que les personnes ont détesté ce film. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, j'ai l'impression que les gens ne sont pas tant en désaccord que ça. On avance souvent les mêmes arguments qu'on ait adoré le film ou qu'on l'ait détesté. Je ne sais pas si nos éditeurs sont d'accord. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent, peut-être la majorité même, qui a complètement détesté le film ou qui l'a trouvé très dur. Et ça se trouve, on en vient aux mêmes conclusions. J'ai l'impression que voilà, c'est un bilan commun. En tout cas, je ne sais pas si vous partagez cette impression-là. Absolument. Moi, je la partage absolument. C'est comme, je dirais, la Marmite. Je ne sais pas si vous avez cette référence. C'est une sorte de pâte à tartiner anglaise. Ouais, c'est dégueulasse, qui est- putain. Voilà. Et ils disent en Angleterre, you either love it or you hate it. Oui, c'est comme le C'est en réglisse. fait, soit tu le détestes, soit tu l'aimes d'amour, mais dans les deux cas, c'est une émotion forte. Donc j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu as dit. Comme la réglisse. Ouais. C'est super. Mais je suis d'accord. Après, j'avoue que j'ai vu plus de critiques négatives que positives, mais parce que j'ai surtout cherché les négatifs. Mais justement, parmi les critiques, tu vois, les arguments avancés, ce que je disais, sont en fait finalement à peu près les mêmes, ou en tout cas des similitudes par rapport à bien ce que sûr, nous, bien sûr. considère mais qu'il y a aussi un oui, point oui. positif En d'une fait, certaine manière. tous les gens qui n'ont pas aimé l'aiment presque pour les mêmes, l'ont détesté pour les mêmes raisons, et ceux qui l'ont aimé, je pense, l'aiment pour les mêmes raisons. Hein, c'est un peu ça, c'est assez intéressant. Voilà. Les amis, le temps passe Ouais, très vite. J'aimerais qu'on passe à la T'inquiète, dernière c'est pas partie le de chef, hein. l'émission, qui est un quiz comme on les aime bien. Il y a 9 questions. Alors, j'ai des chroniqueurs formidables qui ont déjà pré-répondu à des questions parce qu'ils se sont renseignés, parce qu'ils savent déjà tout. Donc, ça my ira très God. vite. Je sens qu'il y a des gens qui sont privilégiés. Donc, est-ce que notre canapé guy est avec nous? Oui. Alors, Ah, il joue. Canapé guy, tu fais office d'arbitre au cas où j'ai mal, T'as pas le droit de jouer. noté Donc tu joues qui pas. avait les points. Toi, tu etc. joues pas. Et si jamais ils n'ont pas la réponse, tu as le droit de répondre. Je rappelle simplement les règles. Sinon, Et s'il Voilà. n'a pas la réponse Ouais. Ah, si t'as pas. Ouais. si Bon, pas- j'ai Internet, moi. Non, mais moi j'ai la réponse. Ah, ok. Bah, c'est moi qui fais les questions. Ah oui, ouais. Des points. Tout est logique. Alors, c'est tout simple. Vous avez le droit à une seule réponse. Ici, on est très calme, j'ai l'impression, donc ça ne va pas gueuler, mais on ne sait jamais. On est des gens Voilà, civilisés. le premier qui répond, on n'a pas de buzzer, voilà, on improvise, mais Ok, voilà, je vais vous poser des petites questions. Alors, vas-y. donc, ça se joue entre Monsieur Ramsden et Monsieur Dalem, ici présents. On répond tout de suite. Vous répondez Premier qui répond. le premier qui Ok, répond. vas-y, ça marche. Voilà. Si jamais c'est l'anarchie, on proposera une autre règle. Un verre. Mais on adapte, On gagne quoi après? Vous gagnez toute mon estime Waouh, super. pour bravo. pour la journée. Vous donnez James Superbe. Lindon pour la prochaine Je émission. vous fais Wow. un thé, on avait des thés, là, je vous fais un Super thé. bon thé, quoi. Ouais. Thé rouge. Un bon thé. On va faire comme ça. Alors, mais on aura je pense qu'après, on mettra en place des petits gadgets, des petits cadeaux. ça pourrait être- on verra. t'inquiète. Ouais. On perd pas notre temps, on va droit Ouais. au but. Première question. Quel est le titre original, c'est-à-dire en anglais, de Joker Folie 2? Joker Folie 2. Oui, Ah. je suis d'accord. Bien joué, bravo. Facile. Exactement, c'est le même titre en anglais. Ça peut paraître surprenant, mais on va y revenir si vous voulez. Mais il y a beaucoup de termes anglais, français, qui sont placés dans Joker Folie 2. Beaucoup de références francophones, belges et françaises. Donc voilà, effectivement, le titre original est en français. Un point pour Tom. Joaquin Phoenix et Lady Gaga ont tous les deux eu un prix. Lequel? Un prix en commun sur un même festival. De quoi s'agit-il? Et il faut que vous citiez le prix précis qu'ils ont eu. Le prix de l'interprétation à Venise. Je dis au Alors, pif, honnêtement. Pour les deux? Il faut que les deux... c'est le même prix pour les deux? Non, pas le même prix pour les deux, mais le même festival. Bah, Ah, ils ont donc gagné. Festival de Venise. Non. Merde.
Ils ont tous les deux une que je veux, récompense très, c'est très, très dur. célèbre, très, c'est pas très compliqué. Hein, une des Un questions comme ça. Golden Globes Allez. Une réponse pour lui, après on passe, je vous redonne la parole. J'ai envie de tenter un move de fou furieux avec un prix musical. Mais je suis pas sûr. Alors, À côté de la plaque, je l'arbitre précise, à côté je de la précise plaque. pas pour ce film, dans leur carrière entière. Oh, mais Ah, c'est gros. Oh, ça y est, ça y est. Ils ont eu un Oscar. ça. Oui. Meilleure interprétation. Ah. Non. D'accord. Elle n'a pas eu la meilleure interprétation. Elle est Ils lauréat. ont eu le même. Ils ont eu le même. Non, ils n'ont pas eu le même prix. Bah, Joaquin Phoenix, il a eu meilleure interprétation pour Oui, le Joker. pour Joker. Ouais, ça. Et, Ouais. et Lady Gaga, elle a eu meilleur Aussi, second non rôle, non Meilleure Non. composition musicale Oui. Pourquoi? Pour quel film? Pour Star is Born. Ok, j'accorde le point à Tom. Oh, c'est qui une l'a- dinguerie. Moi, Non, parce qu'il a répondu en L'équipe, premier c'est et vraiment une après, il a dinguerie. dit, Non, mais vous voyez quand même ce qui se passe sur en ce fait, plateau. non, quand mais, même. je tiens à préciser- J'aurais dû préciser dire, pour tout. Je tiens à tout, préciser une quand même. dinguerie. Non, mais je tiens à préciser quand même pour. Elle était incertaine cette pour- question, pour on les- est d'accord. Non, mais. J'ai parlé d'un prix musical en plus. Oui, mais c'était pas très précis sa question. Parce qu'on Oui, savait pas elle si c'était le était- même elle prix. était- Ouais, par contre, là, Elle ouais, était ce- floue, non mais moi, je ce pensais que point-là, c'était je sur suis les- d'accord pour tu vois, faire n'importe c'était- quel je pensais titre. Pour moi, normalement, on partage les points, moi et Alors, l'arbitre, là, on normalement, annule sur cette ce- question, on annule cette question, Ok. Ouais, elle allez, était on trop annule, incertaine. je suis gentil, allez. Ok, je mets moins 1 à James. Très bien ça, très bien. Vas-y, vas-y. On fait ça. Alors, ce film-là, là on parle vraiment du film, Joker Mhm. Folia 2, c'est une première pour Joaquin Phoenix, mais une première de quoi? De quoi s'agit-il? C'est la première fois Comédie qu'il fait des musicale. C'est la première fois où il chante dans un film. choses. Non. Attends, répète la question. Du coup, c'est pas sa première comédie il a musicale déjà chanté dans des films. Non, mais répète ta question. Ok, merde. C'est la première fois qu'il fait, alors je vais préciser, un type de film. Mais c'est la première fois qu'il fait. En fait, c'est simple, mais ça peut être compliqué un parce qu'il drame faut le psychologique. deviner. Non, Attends. mais ça n'a pas de rapport avec la musique. Et Un type de ça film. peut. Je vais vous donner un petit indice parce que c'est quand même pas évident, mine de rien. En fait, c'est difficile à deviner parce que l'immense majorité des acteurs, en tout cas des grands acteurs hollywoodiens, en ont toujours fait dans leur carrière. Un film procédural. Genre le fait que ce soit dans. Ok. Je vais le donner la parole au canapé guy si. peux, hein. Ouais, Je vas-y. peux tenter, c'est la première fois qu'il fait une suite. Eh oui. Ah ouais. Un point pour le canapé guy, Ah un ouais. point pour Louis. Bien Bravo. vu, bien vu. C'est Joaquin Phoenix avec Bien joué. toute sa carrière. Il est en n'a train de tricher jamais sur son fait de téléphone, suite de c'est pour film. ça. Y a pas Et de- oui, C'est étonnant. messieurs, hein. dames, c'est étonnant parce Tellement qu'on sous a l'impression triche. que tout le monde fait des suites de films. En fait. Non, ça Ouais. m'étonne pas, mais. Il n'en avait jamais. C'est vrai. Ok, ouais. Alors, C'est vrai. alors là, ça va être à celui qui donne le plus de films, mais comme c'est des films peu connus, mine de rien, si vous en trouvez un, je pense que vous aurez gagné facilement. C'est quoi ce. Allez, Alors. allez. What the World Needs Now is Love. C'est la chanson utilisée dans le trailer du film, mais également dans le petit dessin animé d'ouverture. C'est une musique, donc là c'est la version de Tom Jones qui est utilisée. Cette chanson a été utilisée dans plein de productions hollywoodiennes, audiovisuelles. Combien pouvez-vous en citer? Ouais. Donc la musique du trailer. Mais elle est dans le film hein, aussi. Ah oui, voilà. Bah, bien sûr. Elle est, comme Alors, j'ai dit, elle est dans le. je sais dans qu'il le n'y a, dessin animé. pas une interprétation par Nick Cave. Oui, il y en a une. Voilà, ça me Il y donne en a un une. point. Mais Non, il faut, mais les il faut films- trouver des films. Faut trouver des Non, films. mais les films, c'est compliqué parce que là. Il y a, alors, le plus connu, c'est l'une des BO les plus appréciées par le public en général. C'est un film de 1994. Ah ouais. Je peux vous citer un autre film, c'est une comédie romantique, une série de films de comédie romantique. Il y a un Non, dessin c'est- animé en 2017 Mon cerveau, il est éteint là. et il y a un film d'action comique. Alors, il me semble que vous ne l'avez pas vu, mais c'est très connu, en 1997, qui est aussi une série de films. Je crois qu'il y a eu 3 films, si je ne dis pas de bêtises. Action. Alors, vous pouvez tenter des films. 2017, l'animation, c'est quelque chose d'assez connu? Ou c'est un truc un Plus peu- ou moins, je ne l'ai pas C'est vu. très populaire ou pas? Non. Franchement. C'est un moi, peu je pense- populaire. Je pensais aussi, il y a un enfin, je suis C'est une vraiment question mauvais un peu avec les compliquée. Marvel, mais le Marvel dans l'espace, là. Non. Dirty Dancing. Ah. Le mec, il dit, merde. Comment la musique? Est-ce que tu peux répéter le nom de la musique, James? Alors, excusez mon anglais. What the world needs now What is the love. world Needs now is love. Pff, franchement, là, Avec plein de versions, en fait, c'est une musique qui est énormément reprise. Il y avait Bob et Carol et Ted et Alice en 1969. Il y avait Forrest Gump en 94. Ah oui, ok. Il y je me avait- rappelle même plus qu'elle était dans Ouais, Forrest moi non Gump. Elle est dans Forrest Gump, elle est dans Austin Powers.
En tout cas, elle est dans la BO, je précise. Le mariage de mon meilleur ami, Shooting Fish, Bridget Jones, mais le second, et le dessin animé, c'était Baby Boss, en 2007. Ok, ouais. Ok, j'ai été Franchement. Ouais. Alors là, c'est une question de rapidité, puisqu'on l'a déjà dit. Le film a coûté plus cher que le précédent. Combien de fois plus cher 190 millions. 5 Ouais. fois. 5 fois? Du coup, non. 4 fois. 4 fois, oui. Bah, il s'est trompé alors. Bah non, j'ai dit 190 millions. Mais t'as Bon, dit il a- 5 fois, tu t'es trompé. Bah oui, après j'ai corrigé. Après, Ah, donc on a le droit à deux réponses. Non, alors, du coup, on change. non, mais litige parce On change que, les règles, parce alors. que il avait dit avant le prix, enfin ce qu'avait coûté le premier et ce qu'avait coûté le deuxième. Donc, Toi, tu il le savais, savait. toi Bah, moi, je le savais. Ouais. Je savais totalement. Qu'est-ce qu'on pense du canapé grey? Est-ce qu'on lui accorde? C'est Ouais, il clair. faut pas. C'est Ça va, clair. les gars Ouais, je suis d'accord. Sur les 200 millions, C'est combien terrible. aurait touché C'est du favoritisme absolu. Hein. Sur les 200 millions, combien aurait touché les stars du film? Alors, je peux déjà te dire que Lady Gaga a touché moins que Joaquin Phoenix. Ça, je peux Oui. te le dire. Par pitié, si tu lui donnes un point sur ça, c'est terrible. Moi, je lui Non. accorde 0,10. Bah, C'est une dinguerie. Bah, Bon, c'est arrête, pas non, grave. tu Non, grappilles, il c'est faut pas le que- marché ici. il faut que, Honnêtement, je crois que- vous alors- trouviez au moins. Donc ça se compte en millions. Je rappelle. Alors, donc, je- il y a 200 millions. Sur les 200 millions, combien Je pour crois que- l'acteur, le réalisateur? Je et me rends l'actrice? pas compte. Joaquin Phoenix, je crois qu'il a dû toucher genre. Lady Gaga a dû toucher genre 20 millions. Un truc comme ça. Pas loin. 25. 15 millions. Ok, je sais. Sympa. 16 millions, elle a touché. Non. Non. Ah, mais Non, gros, T'arrêtes, ça y est, attends, gros. Mais c'est pas Tu pas veux- loin. Tu veux qu'on trouve 17 millions. au Non, centime près ou Non, non. parce que- À 17 ou à- 18 millions, dernier mot. Mais non imposable. Hein, donc, à faut 5 la- à 5 près, Donc, mais à 5 d'écart. elle a touché 10 millions. 12 millions, elle a touché. Ok, et Joaquin Phoenix, je pense qu'il a touché 20 millions ou 25 millions. C'est 20 millions. C'est ça. Voilà. Et Todd Phillips, il a dû toucher l'équivalent comme Joaquin Phoenix, il a dû toucher, je pense, peut-être même un peu plus, 25 ou 30 millions. Il a touché comme Joaquin Phoenix. Ah. Ah, il s'est mis très très bien. Il s'est mis très Il s'est très mis bien. très bien. Et donc, Monsieur donc si, on, Todd, si on fait le Il bilan, sait faire les bons choix. si on fait le bilan sur 200 millions, on a plus de 50 millions Ouais. pour 3 personnes. Et on n'a pas compté On le, a un pas- quart. et on n'a pas compté le chef-op On n'a pas qui a compté dû le chef toucher, op. et il a Ouais, dû toujours toucher. les chefs. Le chef. Mais on n'est pas sur un ratio, les Avengers et tout, hein, où sur les 300 millions là, de Endgame, ils avaient mis je sais pas combien. Ouais, mais en même temps, tu vois toutes les têtes d'affiche sur Avenger Endgame, Ouais. les effets spéciaux, tout ça, je Non, pense mais que. je crois qu'à la- Comme ça. à l'unité, ils avaient touché encore plus, hein, je crois, les acteurs. Ah ouais. Ça n'a aucun... Après, je suis C'est très c'est- peu c'est- calé, hein, c'est- vraiment. c'est possible. Là, c'est plus une question C'est de une folie, proportion. hein. C'est un quart quand même du budget Ouais, du film, bon, ce qui est ouais, pas. ouais, voilà. À Hollywood, c'est un peu du fou. Oui, mais en fait, là, Mais c'est juste pour la c'est- comparaison du voilà, premier c'est film, ça. quoi. Qui a le C'est ça. point moi, Tom Après, j'ai l'impression que Tom prend la main comme ça sur Bah, Thomas. c'est- Qui, si, c'est- si on veut des points, c'est comme ça. Non mais de toute façon, il y a des points qui sont légitimes, mais Quand il y tu en a vas à la d'autres qui ont pêche, été accordés tu- de façon absolument arbitraire. Donc on clairement, refera le bilan après. on clairement, fera- ce quiz, c'est un quiz avec Tom. Non, mais attends. J'accorde un sourire à Thomas. Voilà. Les recettes, bon là c'est pour le fun. Hein. Enfin c'est pour le fun, c'est pas si fun que ça, mais les recettes du film ont chuté lors du deuxième week-end d'exploitation. De combien de pourcents elles ont chuté? Je pense 60%. 15%, 60. 60%, c'est plus. 75. C'est un échec. Je sais, j'ai dit au pif. J'ai dit totalement Pas au loin, pif. pas loin. 80%. 80% C'est de assez chute. insane quand même. C'est assez insane. On peut dire que c'est un échec cuisant, en tout cas au niveau des recettes. Ouais, n'allez pas voir ce film de merde. Tu vois, bah, en fait, on a dit n'importe quoi depuis le début. Ça valait pas le coup. Alors, Ouais. Voilà. non, alors là, c'est un peu problématique. Je me suis renseigné sur Sens Critique. Il me semble que vous l'avez pas vu, mais vous pouvez trouver parce que c'est connu. Le décor sur le toit de l'une des scènes musicales putain. du film a été utilisé dans un autre film. Mais lequel? Putain, ça me dit grave quelque chose, mais c'est pas un film d'Hitchcock? Non. Putain. The Moi, Room. j'ai envie de tenter un Quoi Moi, je l'avais tenté. Ah, le canapé guy aimerait tenter un truc non, pardon. Le décor, le moment où il chante, c'est ça sur le toit. Ouais, mais ça me dit grave quelque chose, mais ça se trouve, tu vas dire le film, je vais dire ouais, mais non, je sais pas. Alors, malheureusement, il me semble que vous l'avez pas vu, donc c'est Vas-y, compliqué. vas-y. C'est un film de 2017. C'est une comédie musicale qui a grandement fait parler d'elle. Elle est assez connue. West Side Story Le remake là Non, le remake ah non. S'il me dit La La Land, C'est 2016. Lol. ouais. Non. non, mais y a pas de. Vas-y, dis-moi. C'était The Greatest Showman. Ah putain, je voulais le voir, mais c'est vrai que je l'ai jamais vu. J'ai pas vu non. Un film que j'aime beaucoup. Ok. Et pour finir, dernière question. Joaquin Phoenix et Brandon Gleeson. Alors, Brandon Gleeson, je le rappelle, il joue le gardien de prison dans le film. Mhm. Voilà. Ont tous les deux joué dans un film
Lequel? Putain. Ensemble dans le film. Aucune idée. C'est pas le mec qui joue dans les Banshees d'Aïe. Alors, Banshees of oui, Inisherin. oui, mais du coup, il joue pas dedans. Oui, mais oui. du coup, il n'y a pas Joaquin Phoenix. Ouais. Non, mais C'est Joaquin- le même, Mais bon, c'est ce Putain, c'est mec-là. vrai, putain, j'avais pas. j'avais Ah, Ah, mais pas ce fait mec, le lien, ce ouais. mec est légendaire. C'est Il une y a dinguerie, des en vrai. acteurs que j'aime beaucoup. C'est une folie. Il joue dans. Je dis de la merde, hein, parce que Vas-y. je me rappelle plus s'il y avait cet acteur, mais je le dis quand même. Dans Signe, peut-être. Ok. Non, mais c'est bien tenté. Gladiator. Non, Ouais, ça aurait pu. c'est rien, alors mais c'est peut-être- un film de Ted Shyamalan. John. M. Night Shyamalan. Ah, c'est vraiment de Shyamalan. un film de Shyamalan. Je suis pas sûr que vous l'ayez vu. Je crois pas. Ah, Le mais- Village, peut-être. Ah, non. Oui, Le Village. Ah, oui, c'est vrai. Ah, je l'ai pas vu. Un Village. Nice. Un autre film que j'adore. Signe, j'avais oublié. Il joue Oui, c'est vrai. Le baseballeur là. Ouais. Excellent. Effectivement, Quel bonheur. effectivement. Bah, encore un point pour toi. Encore un point pour Tom. Désolé. Et bon, j'avais des questions, Non, mais mais c'est ça rien à tombe gagner à de l'eau toute parce que façon. il y a une bande originale, par exemple, que tout le monde ici Je te partage aime. la récompense. Faut Qui savoir est que de j'ai Hildur. toujours été très mauvais en quiz. Hein, donc pas de galère. Sans surprise, finalement, toi. Vas-y, dis-nous, C'était non, voilà, préciser, voilà, il y a par exemple la compositrice, on aimerait redire un mot quand même, Hildur Guðnadóttir, qui a fait la bande originale de Tchernobyl, et on en a parlé plusieurs fois auparavant, donc c'est la même compositrice qui a participé à ce film. Étant donné qu'on a Louis ici qui est chef opérateur, j'aimerais dire un mot au sujet de quand même Laurence Scheer, le directeur de la photo, le chef opérateur, voilà, qui a fait, en fait, qui suit tout simplement notre cher réalisateur depuis longtemps. Il a fait la photo de Very Bad Trip, il a fait tous ses films en fait. Il a fait aussi The Dictator. Je sais que, Ah ouais voilà. Il a fait The Ah ouais, Dictator, putain. il a fait Joker, War Dogs, voilà, plein de films, et notamment des comédies. Voilà, après on pourrait parler très longtemps de la carrière des différents membres de l'équipe du film. Mais le temps passant, on va conclure. Avant de conclure, j'aimerais quand même remercier pour cette émission déjà Tom et Thomas, monsieur Tom Dalem, monsieur Thomas Ramzen. Merci les potos, c'est super. Ouais. C'était une très bonne expérience. J'aimerais remercier C'est super. REC, la radio où nous sommes actuellement, en particulier Bruce Pourny, pour nous avoir permis d'enregistrer ici, ainsi que la production par l'association Ciné Œil, représentée par Vandril Letellier, et Thomas ici présent, qui est le vice-président. Voilà. Donc merci Ciné Œil, merci REC, merci la radio REC. Et bien sûr Louis présent ici, Lucas à la régie. Merci à tous. Ouais, super. Bon, il y avait Dima, mais elle vient de partir. Voilà. Genre, je remercie les D'ailleurs, gens on sait présents. toujours pas qui c'est, mais c'est pas grave. J'ai deux points à dire avant la toute fin. Oui, bien sûr, bien sûr. La oui. première, c'est extrêmement anecdotique, mais tu avais parlé de Monsieur Lorenz, qui est le DOP. Oui, très rapidement. Il y a c'est- une interview ouais. sur YouTube de Lorenz, justement, qui parle de son travail sur Joker 1. Mhm. Ça dure une petite heure, je crois. C'est de l'or en barre. Franchement, allez le voir. Il explique Ah. comment il a travaillé, comment est-ce qu'il a conçu le film, comment se fait sa synergie avec les autres membres de l'équipe, avec Todd Phillips, etc. Donc foncez. Malheureusement, j'ai pas le lien, mais peut-être qu'on pourra essayer de le trouver. C'est la petite reco du Canapé Voilà, Guy franchement, sur le allez-y, chef-op. c'est trop bien. C'est trop intéressant. Et la deuxième chose à dire, c'est qu'il faut que je récapitule les scores peut-être du quiz. Et Oh, annonçons le pas- gagnant. Annonçons le gagnant. Panesser, c'était assez serré, donc en vrai, on va laisser dernière les spectateurs. place, il y a monsieur Thomas qui n'a qu'un sourire. Qu'un sourire. Avant, il y a James. À moi. Ah, mais Qui a des points négatifs seulement Non, pour la gestion du quiz. Tom, qui est Tom encore, qui a hein. gagné avec 5 points. d'avance. Ah, attends, mais Tom Ouais. n'a aucun sourire. Non, il a 5 Il a aucun sourire. Ok, d'accord. Donc, Donc, dans la voilà. douleur. Ah, pour le Voilà, Joker, c'est ça. dommage. Donc finalement, qui est le vrai gagnant Voilà. On laissera Comme Exactement. en décider, voilà. Parce que J'ai gagné dans la douleur comme Arthur Fleck, quoi. Pour conclure, les amis, comme je vous avais dit, j'aimerais bien que nous trois nous évoquions qu'on dise des recommandations d'un film sorti récemment pour sortir un peu du Joker, parce qu'on a parlé là pendant quasiment 2 heures du Joker. Une petite reco d'un film qu'on a vu récemment. Vu qu'on récemment ou conseille. qui est sorti récemment Alors, idéalement qui est sorti récemment, si vous n'en avez pas vu récemment. Écoute, vas-y, je te laisse. Eh bien, C'est libre. qui est au cinéma, une recommandation. Oui, c'est ça voilà, une petite recommandation, parce que je rappelle à nos auditeurs que c'est une émission sur l'actualité cinématographique. Donc, Alors, voilà, c'est bien. j'aurais dit L'amour ouf, pour être honnête, mais parce que j'ai trouvé ce film vraiment très bien. Je vais pas aller dans les détails, mais ça vaut le coup d'aller le Ça vaut le coup regarder d'aller pour voir. moi. L'amour ouf. De Gilles mais- Lelouch, qui est sorti avoir une émission en octobre. Mais peut-être que c'est
tout le monde a vu ce film. Sinon, je pourrais aussi parler, qui est sorti récemment, qui s'appelle Tatami. Ah dont oui, je n'ai bah, pas on l'a vu j'ai- ensemble, non ou, je sais plus. Je sais plus du tout. J'ai le souvenir que je l'ai vu avec toi, mais j'ai peut-être. Non, on l'a vu ensemble, oui. Oui, Oui, c'est Effectivement, exceptionnel. et c'est Tatami. et en fait, d'instinct, c'est pas le genre de film auquel je serais allé parce que même le judo, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse en dehors des JO. Mais vraiment, c'était un film qui m'a gardé du début à la fin et j'avais pas besoin forcément de connaître les règles pour vraiment être en immersion dans l'univers du film. Donc, ouais, Tatami, j'ai pas le nom des Les réalisateurs, ouais, je les ai sont- ici. sont- C'est Zahar Amir Ebrahimi et Guy Native. exceptionnel film. Ouais, ce film, Exactement. c'est vraiment très très bien. Donc c'est un film franco-iranien. Ok. Et moi, récemment, si on prend un film qui est sorti en 2024, ça peut être début d'année. Oui, bien sûr. Moi, je recommande. J'aurais 2 films asiatiques, tiens. Parce que Ah bah, c'est bien, j'adore le les cinéma asiatique, notamment le cinéma coréen. Du coup, on va faire des belles rêves. Très bien. Voilà, donc je recommanderais Sleep. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bah, Bien sûr, bien ouais. sûr. Mais je l'ai vu avec Thomas. Exceptionnel. On l'a vu ensemble, je crois. Ah, Non, je sais non, plus. non. Non, on l'avait vu à l'avant-première Sens Critique, qu'on cite décidément beaucoup de fois dans cette émission. Mais en tout cas, je recommanderais Sleep, qui est un film coréen horrifique. Et c'est le premier film du réalisateur et qui a été premier assistant de mise en Okja. scène sur Parasite. Donc Non, c'est Okja, je crois. Enfin, sur plusieurs Okja, films de pardon, Bong ouais. Joon-ho, en tout cas. Ouais, voilà. Mm. Et son premier film, et voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais L'Oréal Gérard Armé, je crois, il a gagné le Grand Prix de je Gérard sais Armé, non, plus il me s'il a semble. gagné le prix, mais il Ouais, était à alors- Gérard Armé et ouais. il a gagné un prix en tout cas Gérard Armé, ça c'est sûr. Ouais, c'est du solide. Mais super film qui joue sur les codes du somnambulisme et tout ça. Voilà. Exceptionnel, ouais. Et un dernier film asiatique qui est sorti cette année, et je sais que très peu de gens l'ont pas vu, très peu de gens l'ont vu, pardon. C'est City of Darkness. C'est un film, je crois, taïwanais. Et en fait, c'est un film qui m'a assez marqué parce que c'est un film d'action, mais en fait, il prend tous les codes du manga, mais sauf en mode qu'on appelle quand c'est dans la vraie vie. Là. Live action. En live action. Et en fait, c'est un film que je trouve super, qui a une super ambiance. Ça se passe que dans une cité. Une city. cité. Ouais, ça, c'est à cause de lui. Juste- Non, mais une cité qui a vraiment existé. En fait, c'est vraiment tiré un peu d'une histoire vraie. Et c'est une histoire de gang et c'est de l'action. Et ça fait beaucoup penser à. Je pense que Thomas et Louis, ici présents, kifferaient ce film. Voilà. Donc, je vous recommande ça. Génial. Oui, Voilà. je voulais aller le voir, mais je l'ai raté personnellement. Bah, il est excellent. Et Thomas l'a cité, mais j'allais revenir sur L'amour ouf, qui est un film, je pense qu'on a adoré et Je que l'ai pas beaucoup vu. de gens vont aimer. Tom l'a pas vu encore. Non, pas encore. Je vais être très rapide. C'est simplement un film qui transpire, en tout cas de mon point de vue, la passion. Et c'est le genre de choses qui me plaît énormément. Et je pense qu'on est tous touchés par des films pleins de passion ici. Voilà. Est-ce Merci. qu'on a la recommandation de Monsieur Canapé Guy? Monsieur Canapé Je Guy. vois, je sais qu'il a des recommandations très intéressantes. J'ai toujours des recommandations. Après, vous avez déjà beaucoup parlé de choses. En fait, je regarde les mêmes films que Thomas, vu qu'on va au cinéma ensemble. Donc, j'ai à peu près les mêmes C'est avis. bien vrai. Le film dans l'actualité récente que j'ai bien aimé, c'est pas une masterclass, c'est bien de le vendre comme ça. Mais c'est l'histoire de Suleiman. J'ai trouvé que c'était Oui, très bon film. un drame social hyper intéressant. D'un point de vue image, je dis pas ça parce qu'il faut que je représente l'image, mais j'ai bien. Enfin, t'as l'impression de voir un documentaire. C'est trop cool de voir Ouais. un film comme ça, c'est rare. Incroyable. Ouais. Très aussi bien réussi. Et sinon, les derniers films qui m'ont touché, mais ça remonte en fait. Je vais parler de Civil War. Civil War, c'est cette Ah, année. c'est- Hein. Je suis allé Ouais. voir Iron Claw, je sais qu'il a un peu flop en France. C'est une masse, enfin trop bien. C'est Super le intéressant. exceptionnel. Je pense le trop meilleur cool. film de l'année. Après, on pourra parler des heures. L'amour ouf, j'espère qu'il y aura une émission peut-être dessus. Parce qu'il y a On, de gros on débats va à avoir. on va discuter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour ouf. Mais Surtout que ok. le prix, enfin là c'était gratuit, mais là il y aura un cachet énorme après. Sachant que L'amour ouf, j'ai vu aussi que au niveau critique pro, c'est pas ouf. Il est quand même bien descendu aussi le film, hein, je trouve. il y a, Critique. il y a- c'est un avis mitigé. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que j'aille le voir. De toute façon, on en vaut discutera le coup, pour la vraiment. prochaine émission. En tout cas, les amis, merci énormément. J'espère que cette émission vous a plu. C'était un premier épisode, donc voilà, on a un peu surfé avec ce qu'on a fait comme on a pu, et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a très hâte d'en faire une prochaine, Ouais. et on verra de quel film il s'agira.
Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt.